Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'affaire Martinez-Zogo qui connaît un nouvel épisode pour paraphraser Radio France Internationale. 5 jours après la requalification des chefs d'accusation contre 5 de la vingtaine de personnes inculpées, le juge d'instruction du tribunal militaire clôt l'information judiciaire et renvoie les inculpés devant le tribunal pour y être jugés. Le procès peut s'ouvrir maintenant, analyse Radio France Internationale. Au sujet des chefs d'accusation, on apprend maintenant que les agents de la DGRE sont accusés d'assassinat. Question: l'affaire du second commando n'était donc finalement qu'une fausse piste. La requalification des chefs d'accusation dans cette affaire redonne-t-elle espoir quant à la manifestation de la vérité dans cette affaire Martinez-Zogo? Une autre affaire qui va certainement faire les choux gras de la presse nationale, la presse internationale s'en étant déjà saisie, c'est l'affaire de la suspension du Cameroun de l'initiative de transparence dans les industries extractives. L'organisation soutient que le Cameroun ne respecte pas pleinement certaines exigences en matière de transparence et de gouvernance. Au sujet des affaires manquantes de ces 3 dernières années, note Radio France Internationale, et citant le rapport du conseil d'administration de l'ICIE à ce sujet, les aveux de Glencore en 2022 concernant la corruption des agents de la SNH et de la Sonara soulèvent d'importantes préoccupations au sujet de la crédibilité des efforts du Cameroun en matière de transparence. D'où la réaction de Maître Akéry Mouna, citons: nous espérons qu'avec ceci, les gouvernants, iront chercher les noms de fossoyeurs de notre pays chez Glencore. Fin de citation. Question: cette sortie du conseil d'administration qui menace de radier le Cameroun du processus de l'ICIE va-t-elle finalement mettre la pression sur Yaoundé afin que les responsables de cette infâme affaire de corruption avec Glencore soient traduits devant la justice? Le Cameroun pourra-t-il, dans les 18 prochains mois, montrer patte blanche afin de se mettre à l'abri d'une éventuelle radiation? Et puisqu'on parle de radiation, de destitution, congédiement, ce sont des synonymes, eh bien, Rigobert Song-Barnak a été licencié, le manager sélectionneur a été viré, dit Émergence, limogé selon le journal Le Jour. C'est à travers une correspondance du MINSEP signée le 28 février dernier qu'il a été informé de sa mise à l'écart avec tous les autres membres de son staff. Pourtant, dans le même temps, le président de la Fédération camerounaise de football annonçait sur France 24 que le comité exécutif et lui avaient pris la décision de ne pas reconduire le contrat de Rigobert Song, contrat qui, du reste, expirait le 29 février 2024. Quel sens donner à cet imbroglio? Qui choisit? Qui nomme? Qui limoge le staff technique de l'équipe nationale de football? Et au sujet des consultations et auditions qui sont menées pour faire le bilan de la CAN ivoirienne, que peut-on en attendre? Les mouvements observés ces jours-ci autour de l'équipe Fagnon répondent-ils à l'annonce faite par le président de la République dans son discours du 10 février dernier lorsqu'il indiquait avoir donné des instructions au ministre des Sports au sujet de la débâcle ivoirienne? Si oui, quelle sévérité? Le président de la République peut-il, comme l'espère Rebecca Enonchon, être aussi diligent, mais surtout aussi rigoureux avec les membres du gouvernement qu'il a été avec Rigobert Song-Barnak? Est-ce qu'il n'y a que dans le football qu'on doit être exigeant? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des Réponses de ce dimanche 3 mars 2024. Convié au débat cette mi-journée, j'introduis tout d'abord André Luther Meka. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Droit des Réponses. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est d'abord de remercier tous les Camerounais qui sont devant leur écran et de demander à tous les Camerounais, notamment aussi les militants du RDPC, de rester sereins. Sereins parce que, comme vous l'avez constaté, nous avons remarqué qu'il y a une flopée de candidatures, une flopée d'affiches qui circulent dans les réseaux sociaux et qui choisit des éminents camarades comme candidats. Je voudrais dire qu'il n'en est rien. Aucun de nos camarades n'est candidat. Ils savent très bien nos textes. C'est le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est candidat. Et je demande aux Camerounais de rester sereins, stoïques, parce que nous allons jouer le dernier rang avec le président Paul Biya pour 2025. Merci André Luther Meka d'être venu sur ce plateau de communicant du RDPC. C'est le parti au pouvoir au Cameroun. Simon Serso, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. Bonjour à l'Union des populations du Cameroun et à tous les patriotes.
mes hommages à toutes les femmes, épouses, sœurs qui, pendant ce mois de mars, vont célébrer leur fête. Mais permettez-moi d'adresser un bonjour particulier à des téléspectateurs spéciaux que vous avez dans un coin de cette ville qui s'appelle La Base, où malheureusement au sortir de la dernière émission, j'ai failli me faire écraser par une voiture. Et j'ai découvert qu'à cet endroit, comme pour le sport, on fait carrément le débrief de votre émission. Donc je salue ces gens qui ont trouvé en votre émission un moment d'éducation et qui m'ont dit qu'à la prochaine occasion, ils sentent que c'est grâce à Dieu que je suis encore en vie et qu'ils resteront toujours à l'écoute et qu'ils vont continuer, n'est-ce pas, à débriefer droit de réponse. Merci à tous. Merci Simon Serre-Soir, vous êtes militant de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Edmond Kamguer, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangoua, bonjour à mes copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de Droit de réponse, ainsi que ma sincère affection. Droit de réponse qui, il faut le préciser, a un nouveau prix. C'est un prix qui a été remis il y a quelques heures maintenant par le comité d'organisation de Best Talent Cameroun, qui consacre donc Droit de réponse comme l'émission débat télévisé dominical préféré des Camerounais en 2023. Une fois de plus. Ben, grâce à tous les téléspectateurs, c'est un prix. Effectivement, c'est grâce aux téléspectateurs qui suivent cette émission de manière régulière, aux invités, aux panélistes, à la qualité des débats sur le plateau de Droit de réponse. Merci une fois de plus pour ceux qui nous suivent. Merci une fois de plus pour tous ceux qui donnent à cette émission une dimension particulière et toute spéciale. Voilà, donc on va dire que c'est peut-être la reconnaissance non seulement d'un projet éditorial, d'une vision et peut-être ces efforts qui sont faits tous les jours par le top management pour que cette émission soit la meilleure possible. Vous avez indiqué, c'est également une consécration, une reconnaissance pour les invités qui sont là tous les dimanches, qui prennent de leur temps, qui sacrifient de leur matinée pour venir échanger avec nous dans le cadre de ce débat républicain. Nous n'avons pas oublié toute l'équipe technique qui participe, n'est-ce pas, à la production, à la réalisation de cette émission. J'aime bien revenir sur le cas du patron de cette émission, le réalisateur Eric Florent Ouattat. Je dis la fois dernière qu'il revient de Côte d'Ivoire fraîchement, qui a atterri avec un nouveau trophée. Merci donc à vous tous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, pour la confiance que vous nous faites, parce que, comme vous le savez, ce vote a été, comme l'a indiqué le comité d'organisation de ces awards, c'était un vote de grand public, ça a été ouvert sur les réseaux sociaux, sur la toile, et ce sont donc les internautes qui ont donc consacré, qui ont donc permis d'obtenir ce prix émission débat télévisé dominical préféré des Camerounais en 2023. Et justement, ce qui intéresse les téléspectateurs très souvent dans cette émission, Edmond Kamguia, c'est le fait de rester collé à l'actualité chaude. Et cette semaine, l'actualité, c'est autour de cette affaire Martinez-Zogo qui connaît un nouveau rebondissement, avec notamment l'ordonnance de renvoi qui vient d'être signée par le juge d'instruction du tribunal militaire et qui envoie tous ceux qui jusqu'ici étaient considérés comme des suspects devant le tribunal, et le procès va enfin s'ouvrir. Oui, effectivement, avec l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui clôt l'enquête, une enquête qui a duré. Vous savez, ça fait 1 an pratiquement que Martinez-Zogo, notre confrère, a été assassiné. Et je le dis en utilisant bien l'expression qui convient, a été assassiné. Et vous savez, sur ce plateau, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des intervenants, des panélistes, il y a eu des échanges parfois houleux sur la qualification des faits. Et Dieu nous a écoutés. Je le dis parce que, vous savez, chaque fois qu'un être humain a été assassiné, il convient de dire la vérité. Et sur ce plateau de droit de réponse, nous n'avons cessé de demander, d'exiger à travers non seulement nos débats, mais à travers l'ensemble du groupe La Nouvelle Expression, radio, télévision, Equinox, nous avons fait des reportages, des enquêtes qui visent à donner l'information, à rendre compte de tout ce qui se passe dans l'affaire Martinez-Zogo. Et ça, c'est une partie importante dans cette affaire. C'est-à-dire que lorsque le juge d'instruction
clôt l'enquête à son niveau et renvoie les inculpés devant le tribunal militaire. Ce sera une autre partie qui est très attendue d'ailleurs, c'est-à-dire on va s'acheminer véritablement vers le procès. Mais il faut dire également ici qu'il y a une véritable évolution, de nouveaux développements qui vont également dans le sens que nous souhaitions ici sur ce plateau. Parce que il y a eu, au début, on parlait davantage d'enlèvement, de torture, de complicité de torture. On marquait pratiquement les pas sur place. Nous nous posions la question de savoir, on ne peut pas avoir assassiné un journaliste et à aucun moment donné, à aucun moment, on ne revient sur ce qui a motivé les premières enquêtes préliminaires de la commission mixte, avant même qu'on ait toute cette évolution. C'est-à-dire de savoir qu'un journaliste a été assassiné. Il faut bien qu'on parle d'assassinat, pas seulement d'enlèvement, pas seulement d'arrestation, pas seulement de séquestration, pas seulement de complicité de torture. Maintenant, on voit bien, à travers les nouveaux développements, qu'on parle d'assassinat. On parle de complicité d'assassinat et pas seulement de torture ou de complicité de torture. Et nous pensons que c'est un grand moment auquel on assiste dans le développement de ce dossier et nous n'allons cesser. Dans le groupe La Nouvelle Expression, dans le quotidien La Nouvelle Expression, à Radio Equinox, à la télévision, à toujours rendre compte de l'évolution de la situation parce que nous n'avons cessé de poser deux questions. Qui a tué Martinez Zogo et qui a commandité cet assassinat? Oui, parce qu'effectivement, jusqu'ici, on n'avait pas entendu parler, n'est-ce pas, de chef d'accusation d'assassinat. Tout à fait. Mais on voit que cela apparaît, n'est-ce pas, dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du tribunal militaire. Exactement. Et c'est une évolution qui peut-être peut être saluée par les acteurs du monde judiciaire et justement pour avoir un éclairage beaucoup plus minutieux là-dessus. Nous avons également convié sur ce plateau Maître Assira. Maître Assira, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval. Et merci infiniment d'être venu. Je dis également un bonjour Michael, qui est fraternel, à tous mes co-panélistes ainsi qu'à tous vos nombreux téléspectateurs. Je vous prie de m'excuser pour le retard et puis un peu pour le fait que, comme vous pouvez le voir, je suis un peu essoufflé. Oui, donc on voulait juste vous dire bonjour, le temps pour vous, de souffler justement, et on prend On la a vie. terminé l'Assemblée Générale hier, enfin ce matin, à 3h, l'Assemblée Générale des avocats. C'est ça que vous savez que j'apprécie infiniment vos invitations et j'essaie de les honorer. Et j'essaie également souvent de faire l'effort d'être à l'heure, c'est inhabituel. Donc je tenais quand même à vous présenter mes Non, excuses. les spectateurs l'ont remarqué. Donc, Merci. Simon Sersor, quel est votre... Je voulais préciser, je crois que cela est important de le dire à l'entame de cette émission, c'est que nous commentons l'actualité. Nous ne commentons pas une décision de justice ou une affaire en cours. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne refaisons pas l'information judiciaire. Nous ne sommes pas en train d'ouvrir le procès. Non, nous sommes dans une émission de débat et nous commentons l'actualité et cette actualité porte justement sur ce fait, n'est-ce pas, qu'il faut le dire, circule sur la toile. Donc, quelle est votre lecture? C'est bien de faire cette précision à l'entame de cette émission et donc de demander l'avis maintenant de Simon Sersor sur cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse, comme commentaire, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Martinez Zogo? Ben, je suis content qu'on ait choisi de revenir sur ces questions, même si je sais très bien à cause du parti qui dirige ce pays qu'il n'y a rien de grand à attendre là. Parce que sur ce même plateau, on posait ces questions sur la qualification des faits. Mais au fond, est-ce qu'on doit attendre quelque chose de toute cette gesticulation quand on regarde le contexte? En fait, ne serait-ce pas une autre diversion au vu des échéances électorales qui arrivent et au vu de la tempête qu'on sent au sein du RDPC? Parce que Martinez Zogo a été assassiné, ça fait 1 an. Tout le monde sait qu'il a été assassiné. Si on veut être sérieux, en réalité, on regarde les causes de cet assassinat et on poursuit déjà les gens. Parce que Martinez Zogo, je me souviens, portait souvent aux oreilles des Camerounais des informations plus ou moins quand même, on peut dire secrètes. Et qui donnait ces informations? Pourquoi l'a-t-on utilisé pour l'assassiner à la fin?
Parce que si ce n'est que les assassinats, nous pouvons remonter à Gilbert Mbin, Yves Plumet, et tout récemment, Monseigneur Bala est encore, paraît-il, dans l'eau, où il est sorti, mais on ne sait pas comment. Peut-être qu'on attend d'attraper le poisson qui était témoin de son entrée pour dire s'il est entré vivant, pour sortir mort. Il y a comme ça une flopée de cas. C'est-à-dire, le RDPC a choisi de ne pas résoudre les problèmes des Camerounais et de les distraire de temps en temps. Et c'est dangereux parce qu'il s'agit de mort d'homme. Il n'est pas question, il n'est pas bon que pour des questions politiques, la vie humaine devienne un simple papier hygiénique. Il faut qu'on respecte notre sang. Si on veut que les autres nous respectent, parce qu'on crie souvent tout le temps ici, oh, les autres nations ne nous respectent pas, les institutions internationales ne nous respectent pas, mais respectons-nous nous-mêmes. Pourquoi assassiner quelqu'un que nous avions sciemment utilisé? Parce qu'on a utilisé Martinez Ogo. Il faut que les gens le disent. Et il faut qu'on arrête, non pas seulement ceux qui ont commis le forfait à la dernière minute, mais tous ceux qui ont commencé à monter le lynchage médiatique que servait aux Camerounais tous les jours Martinez Ogo. Ce sont des procédés dignes des dictatures staliniennes. Et c'est le RDPC, tout le RDPC qui est impliqué dedans. Regardez tout autour. Vous allez voir que tous ceux qui gesticulent, qui girotent autour de cette question, sont les membres éminents de ce parti. Et ils vont se mettre à défendre des points de vue plus ou moins justes pour dire aux Camerounais que la justice ira à son point. Quelle justice? De quelle justice s'agit-il? D'une justice aux commandes? On a vu les derniers développements. On a vu des gens qui ont failli être élargis et on a prétesté qu'il y avait eu fraude à la signature. Mais on n'a jamais poursuivi les gens de ce cabinet présumé de fraude. Il ne faut pas qu'on laisse les tentacules de côté. Il ne faut pas qu'on laisse prospérer les métastases si on veut opérer un cancer. Donc pour moi, c'est peut-être bon d'avoir requalifié les faits, mais c'est insuffisant. Mais je dis bien aux Camerounais que ça sent plus de la diversion qu'une volonté de résoudre les questions de fond. Quel est votre avis sur la question André Diamega? Disons qu'il faut d'abord préciser que la plupart sont des présumés innocents, parce qu'il y en a qui établissent déjà les culpabilités. Et je voudrais dire que j'ai fait des constats frappants. Le premier constat, c'est l'indépendance de la justice. Et je sais pourquoi je le dis. Je le dis parce que c'est inédit dans le monde, hein, parce que vous pouvez le constater. Il y a un milliardaire, un magnat des médias qui a été arrêté. Et vous savez que les hommes d'affaires, naturellement, sont encadrés dans un certain nombre de précautions. Il y a des agents secrets de l'État, notamment avec un directeur de la DGE qui est arrêté, qui est mis en cause. C'est des lignes inédites et cela démontre que, comme je l'ai dit, ce constat est frappant. Nul n'est censé ignorer la loi et tout le monde est égal devant la loi. Et je voudrais féliciter la justice pour ce travail qui a été fait, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une sinécure d'avoir un dossier aussi complexe, aussi difficile. Et aujourd'hui, je crois que les Camerounais à l'unisson pensent que le procédé a été bien mené et que la justice va finalement commencer, notamment puisqu'il y aura des procès. Je voudrais également signifier que je suis un peu déçu parce qu'un intellectuel à la dimension de M. Soro fait une confusion entre l'individu et l'organisation. J'ai souvent entendu ça dans les médias où on dit le RDPC. Le RDP, c'est une association, c'est un parti politique, c'est pas des individus. Il faut faire la différence entre les actions individuelles et notamment l'organisation qui est le RDPC. C'est important de le mentionner parce que lorsqu'il dit que tout ça c'est le RDPC et il exclut effectivement, j'allais dire, la responsabilité individuelle des personnes parce que vous ne pouvez pas commettre un forfait et qu'on dise que Equinox alors que vous êtes journaliste et que la responsabilité individuelle. Bon, je crois que c'est des confusions politiques, naturellement du langage manipulatoire politique pour amener, n'est-ce pas, les Camerounais à penser que lorsque quelqu'un pose un acte, c'est certainement, il assume, il porte l'organisation. C'est une manipulation que les hommes politiques. Je voudrais faire cette césure aujourd'hui en disant qu'il faut faire la différence entre les actes des individus et l'organisation. En ce qui concerne donc le procès, je crois qu'il y a eu la qualification des faits et qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans le procès. Nous allons attendre le développement du procès et nous allons aussi suivre, comme tous les Camerounais,
sur cet intérêt-là. Et je voudrais aussi apporter un bémol en disant que c'est le RDPC qui a donné des informations. C'est parce qu'il n'est pas journaliste. Dans une ancienne vie, j'ai été journaliste et bien formé à CIFIA International. Il faut savoir qu'il y a la source de l'information, il y a des journalistes d'enquête. Et puis moi, c'est un avis personnel. Martinez Zogo ne disait rien d'exceptionnel. Je crois que ce qu'il disait, on le suivait dans les médias. Ce qui a été un peu, son style satirique était un peu une fixation, un fixisme sur les individus, et c'est ça qui créait un peu le hic, mais il ne disait rien de spécial. Donc je crois que c'était un journaliste qui était face aux faits d'actualité et qui faisait ses investigations, et ça n'a rien à voir avec la machine du RDPC, qu'il nous épargne, n'est-ce pas, ce genre de propos manipulatoires. Maître Assira, en tant qu'acteur de la justice, qu'est-ce qu'on peut considérer comme fait frappant dans l'ordonnance de renvoi qui vient d'être signée par le juge d'instruction et qui de toute évidence va permettre maintenant que le procès s'ouvre? Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais profiter de ce que je viens juste après M. Meka pour enfoncer le clou sur une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la présomption d'innocence. À l'occasion d'une émission à peu près identique à laquelle vous m'avez fait l'amitié et la confiance de m'inviter, j'avais insisté là-dessus. Tant que nous n'aurons pas une décision définitive intervenue contre ces personnes, elles sont présumées innocentes. Je sais que le grand public, d'une façon globale, a du mal à comprendre cela et pense toujours qu'il y a un peu comme la connivence que de pouvoir le dire. Mais nous, les fondements de la République et les fondements de la justice, d'une façon globale, reposent sur ces éléments-là. Et si on reproche à des gens d'avoir violé la loi, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions être les premiers à restituer les choses dans ce qui me paraît être sacré. Ces personnes sont encore aujourd'hui présumées innocentes. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai tellement été surpris, tellement appelé de mes voeux cette qualification-là, que évidemment, je ne peux qu'applaudir de mes deux mains de la voir enfin poindre. Je pense qu'à partir d'un certain nombre d'éléments dont on pouvait connaître la nature, la genèse, les intentions, dès le départ, cette qualification s'imposait. De mon point de vue, c'est l'inverse, qui eût été d'ailleurs plus logique. C'est-à-dire qu'on eût commencé par l'assassinat, quitte à ce qu'au fur et à mesure d'évolution de la procédure, on se rende compte qu'il y a là-dedans des éléments qui ne retiennent pas l'intention et la projection du crime et que, éventuellement, on réduise la voilure. Donc je suis très heureux, je vous dis, très heureux de voir que la justice a su, parce que, contrairement peut-être à mon voisin, moi je veux regarder les choses quand elles évoluent dans un sens positif. Ils auraient pu rester sur cette qualification originelle, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de manifestations particulières. Là, pour une fois, le droit rejoint à peu près la réalité. Donc je vais applaudir vraiment qu'on puisse avoir eu ce débat. Cela étant, j'ai quand même encore quelques petits regrets. Peut-être 2 ou 3. Le premier, c'est que, bon, l'ordonnance, quand vous la lisez, alors, la première des choses, c'est que vous avez fixé un peu le cadre qui, de mon point de vue, permettez-moi, peut me paraître un peu hypocrite. Parce que vous nous dites que on doit en parler comme d'un fait, mais en même temps, il ne faut pas en parler. Parce que après, il y a un cours. Tout à fait. C'est la loi. Bien. Sauf que la loi nous dit qu'on ne doit pas en parler dans le sens d'orienter la décision en faveur ou en défaveur de quelqu'un. Donc, je vais rester, si vous voulez bien, dans ce canevas-là. De ce point de vue, je constate qu'on a beaucoup de raisons d'être inquiet pour le fonctionnement de la République. Parce que si vous lisez cette ordonnance, il vous apparaît qu'il y a des démarches, des façons de faire qui ont été validées comme telles. La DGRE, qui est censée être un élément de protection de la République, c'est-à-dire de chacun d'entre nous individuellement, est utilisée. Même si, je vous donne raison, M. Meka, ce n'est pas l'institution en elle-même, mais il y a quand même des individus. Et lorsque vous lisez en plus, en transparence, vous apercevez que c'est un mode opératoire qui est devenu normal, courant. C'est d'ailleurs un peu, me semble-t-il, la raison pour laquelle un certain nombre de responsables ont été retenus, bien que leur participation matérielle à cet acte-là, lui, n'ait pas été retenue. Donc, ça fait peur dans le dos. Ça fait peur. La deuxième chose qu'il faut retenir à la suite de la lecture de cette ordonnance, c'est que bon, je l'ai trouvée, de mon point de vue, à certains niveaux un peu, elle est passée un peu vite. J'ai hâte que nous soyons au procès.
voilà, elle a indiqué une direction, d'ailleurs en s'appuyant de mon point de vue beaucoup plus souvent sur le code de la justice militaire, la violation du règlement, alors que l'orientation générale que l'ordonnance elle-même donne aurait une nécessité que fussent caractérisés de façon beaucoup plus précise les éléments qui constituent, c'est-à-dire l'élément matériel, chacun des actes qui est reproché à chacun, il a fait quoi, à quel moment, etc. Ils ont tous les éléments pour ça. Et puis la préméditation, malheureusement on ne les retrouve pas dedans. À la fin, il conclut en disant il y a eu violation. La troisième chose... Violation de consigne. Tout à fait. La troisième chose qui, moi, me paraît là-dedans plus grave, c'est le plus inquiétante. C'est le laps de temps relativement court entre le moment où on nous annonce la requalification et la fin de l'information judiciaire. 5 jours. Qui veut dire tout simplement que dans l'intervalle, il ne s'est rien passé de légal. J'insiste là-dessus, de légal. Et comment ça? C'est-à-dire qu'il lui fallu, on aurait pu imaginer que le juge d'instruction, après avoir fait l'analyse pertinente, encore une fois, que moi je salue, comme acteur, technicien, qu'il s'agit désormais. La loi dit, si vous voulez inculper quelqu'un, vous devez d'abord lui notifier cette inculpation. Et lui donner et elle dit ce qu'il faut faire. Vous devez lui indiquer comment ça doit pouvoir être fait. Et là-dessus, donc, il doit pouvoir vous dire, il est d'accord, il n'est pas d'accord, etc. Donc, en gros, la requalification n'est pas la fantaisie de quelqu'un qui s'assoit tout seul dans son coin, il dit, j'ai décidé de requalifier, allez vous débrouiller. Il faut qu'il y ait un processus normé, rigide. Donc, il les entend, quitte à ce que ce soit même une question sommaire. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous avez dit auparavant? Il le valide sur procès verbal, il boucle son instruction, il dit voilà, j'ai notifié contradictoirement, ils ont réagi en disant ceci, ça renforce ma conviction, donc pour moi il y a... Donc je crains que le temps, je n'ai pas les détails, je ne suis pas dans le dossier, j'ai refusé jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui d'y rentrer, c'est un choix, c'est une option, mais je crains que le temps court, peut-être que les débats nous permettront d'avoir une autre approche, que le juge a peut-être fait ce qu'il fallait, mais moi je crains, dans mes supputations, que le temps qui s'est écoulé n'ait pas permis matériellement au juge d'accomplir les actes et que par conséquent, cette qualification que nous allons applaudir se révèle finalement être l'objet de débat devant le tribunal qui va se retrouver lui-même à son tour confronté à un dilemme. Soit il valide effectivement la qualification telle qu'elle lui a été donnée, et dans ce cas, vous vous rendez bien compte que dans un crime qui a quand même été une action, même en conservant, je dis même pas même, surtout en conservant le principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire sans le rattacher à personne, il n'empêche que dans la passion, dans l'émotion, il s'est passé quelque chose qui interpelle l'homme au plus profond de lui. Donc on a un besoin, une exigence de vérité qui est plus grande dans cette affaire-là que partout ailleurs. Et pourtant, vous allez donner l'occasion à des gens d'aller chipoter en marge de la décision, puisque à partir du moment où vous ne suivez pas ce que dit la loi, eh ben vous ouvrez forcément la porte à une suspicion d'injustice, à une recherche, à une décision ciblée, etc. Ce qui va faire mauvais effet. Donc là, malheureusement, la dimension pédagogique de la décision, je crains qu'elle ait déjà été altérée dès le départ. Ou bien, il va effectivement aller dans leur sens, tout à fait, il acquiesce, et dans ce cas, on va se retrouver malheureusement avec la procédure petit bras, telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement les seuls éléments sur lesquels il y a eu bel et bien une notification et un respect du formalisme de l'inculpation incidente qui est intervenue. C'est la seule chose. Il faut préciser que nous sommes effectivement dans les hypothèses, comme vous avez indiqué. Mais quand vous dites 5 jours, vous estimez que 5 jours, ce n'est pas suffisant pour que tout cela puisse être fait? Cette procédure est tellement... Pour le nombre de personnes inculpées. Tout à fait. Cette procédure, alors, cette phase de la procédure est effectivement, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il n'y a que l'avocat. D'ailleurs, au demeurant, si j'avais été dans cette procédure, je pense que vous ne m'auriez pas invité. Et si vous m'aviez invité, je n'aurais pas eu le droit de venir en parler ici. Donc, cette procédure est en principe à ce stade-là secrète. C'est ce que dit la loi. Donc, on ne peut pas savoir exactement ce qui a pu se passer. On ne peut faire que des supputations, des hypothèses. Mais il n'en demeure pas moins que, quand vous connaissez un peu le fonctionnement de la justice, vous avez 17 personnes à peu près qui sont inculpées, parmi lesquelles, je crois, 4 doivent au minimum être concernés par le changement de qualification, qui devrait donc pouvoir, en principe, avoir été reçu.
Et je me doute énormément qu'au regard de la personnalité des mises en cause, au regard de ce que ce dossier, bien que dans une phase secrète, est quand même un peu, quelque part, à la disposition du grand public, je doute énormément que ces 4 personnes-là aient pu être entendues par le juge sans que vous, médias, vous nous en ayez relayé l'information. Alors, deux petites choses peut-être avant de sortir de la question, M. Assira, ce sont des questions essentiellement techniques. Il y a une préoccupation d'un certain nombre de concitoyens sur la manière dont ce procès devrait se dérouler. Je crois qu'il est dans un papier de Olinga pour le compte du journal en ligne Panorama Papers. Est-ce que ce procès doit ou peut être public? Je ne sais pas pourquoi la question se pose. La loi a réglé le problème depuis le code d'instruction criminelle. Le nouveau code est venu le renforcer. Ce procès ne peut être que public. La règle, c'est que le procès est public en matière pénale. Le procès, il faut que vos téléspectateurs le sachent aussi, il est fait pour le peuple. La décision est rendue pour le peuple, au nom du peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle le public doit y assister. C'est qu'à titre exceptionnel, rien n'empêchera bien évidemment que pour un certain nombre de raisons, des personnes qui sont mises en cause cherchent éventuellement à ce que ce procès puisse, la publicité soit réduite et que ce soit un procès à huis clos. Mais je doute énormément, parce que là aussi c'est une responsabilité de l'institution judiciaire et d'une façon globale de l'État. Une justice secrète est toujours forcément une justice suspecte. Donc, au regard, encore une fois, de l'impact que peut avoir ces décisions, moi si j'avais un conseil à donner aux autorités qui administrent la justice militaire, c'est surtout ne rien faire pour restreindre la liberté, l'ouvrir autant que possible. Si on pouvait même faire comme on l'a fait pour le Conseil supérieur, pardonnez-moi, le Conseil constitutionnel, tout à fait, proclamant les résultats présidentiels. Tout le monde dans sa chair, dans son intégrité, dans ce qu'il peut avoir a subi l'assassinat, le supplice de Martinez Zogo comme si c'était un peu de lui-même. Je pense qu'on doit restituer au public la réalité de ces choses. Cette ordonnance a commencé, hein, ça je ne veux pas, il ne faut jamais jeter l'enfant avec l'eau du bain. Et je le redis encore, on a tellement, nous, professionnels de la justice, tellement de mal, de bleu à l'âme dans nos combats que quand il y a une victoire, même si elle est petite, moi je vous assure, je la prends. Je fais partie de ceux qui, depuis le début, ont été inquiets comme citoyens, comme juristes, comme avocats, de voir cette décision minimale que rien n'expliquait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je ne sois pas content de ce qu'il y ait eu une nouvelle philosophie, une nouvelle orientation. Mais pour autant, je vais pouvoir vous dire que je pense que si on a vraiment envie de parachever l'œuvre, donnons au peuple qui s'identifie à une idée de l'État, à une idée de la justice, à une idée de l'individu, du respect qu'on peut avoir pour l'intégrité, donnons-lui accès au maximum à cette justice-là. Ça fait partie de la publicité. Alors, une autre préoccupation, vous avez évoqué tout à l'heure la question des délais, du temps. À quel moment est-ce qu'on peut attendre que ce procès s'ouvre? Effectivement, puisque vous avez indiqué, comme tous les autres, que vous avez hâte de voir ce procès s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des délais indicatifs? À mon avis, avant avril. Je pense que oui. Je pense vraiment, au regard de... Il avait encore 18 mois, il n'y a pas un délai pour l'instruction. Oui. Il n'y a pas de délai pour ça. Parfois même les magistrats, quand vous discutez avec eux, le législateur a juste enfermé le temps de la privation de liberté. Voilà. Qui ne peut pas dépasser 18 mois. Donc les juges d'instruction, eux, quand ils ont mis en détention provisoire, c'était le cas dans cette affaire, croient toujours qu'ils doivent enfermer l'instruction dans un délai de 18 mois. Donc même en restant dans cette logique, je pense qu'il devait encore lui rester 5 ou 6 mois. Ouais. Bien, ce qui veut dire qu'il sera allé jusqu'au mois de juillet, août, il sera encore dans les temps de la détention provisoire sans avoir besoin de trafiquer. Donc j'interprète, moi, l'accélération des choses un peu comme une signification d'une urgence, d'une volonté de diligence. Si j'avais été de mauvaise foi, peut-être que je me serais inquiété au-delà de la justice. C'est-à-dire, je me serais demandé, qu'est-ce que ça nous cache? Voilà. C'est la seule chose que dans le fond de moi, parce que peut-être, quand on est mal fait, on est obligé un peu d'anticiper, surtout quand on a vu que les choses ne se font jamais bien, de façon neutre. Voilà. Je me demande seulement, pourquoi cette précipitation? Pourquoi faut-il qu'on aille si vite? Pourquoi? Y a-t-il pas quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda? C'est la seule petite crainte que j'ai. Mais je pense que si on devait rester dans le principe neutre de la justice,
ce serait une bonne chose qu'on l'ait eu à un moment qui n'est pas très... Ça fait 13 ou 14 mois seulement que l'instruction a été ouverte. Et je pense qu'à mon avis, dans un délai maximum, le code de procédure pénale donne 10 jours, qui s'applique en l'occurrence. La loi sur le... Comment s'appelle encore la loi qui protège... La loi sur le TCS donne 1 mois. Donc théoriquement, à partir du moment où le dossier est fini, c'est-à-dire depuis vendredi, le président a la possibilité de convoquer les personnes et leur donner 10 jours entre le jour où il les convoque et le temps où l'audience peut commencer. Donc je pense, à mon avis, en faisant mon petit pronostic, qu'avant la fin du mois de mars, au plus tard, début avril, on peut prendre les paris si vous voulez, réinvitez-moi, je reviendrai avec plaisir. Je pense qu'avant avril, le procès va commencer, à mon avis. Alors, pour sortir de cette question, Edmond Kamguia, on notera, en parcourant, n'est-ce pas, cette annonce de renvoi du juge d'instruction que finalement, l'hypothèse du second commando est complètement écartée, définitivement écartée. Oui, définitivement écartée. L'hypothèse d'une deuxième colonne ou d'un deuxième commando n'est plus qu'un mirage lorsque l'on parcourt l'ordonnance de renvoi. Et également, je voudrais dire une chose par rapport à l'intervention de Maître Sira tout à l'heure, qui a visiblement des appréhensions. Quand je parcours ce document, j'ai un peu moins d'appréhension par rapport à la requalification des faits. Quand je vois les chefs d'accusation des uns et des autres, ils sont 17 environ, effectivement, c'est 4 qui sont globalement concernés par l'assassinat ou la complicité d'assassinat. Quand je parcours les rôles des uns des autres, les chefs d'accusation, l'inculpation même qui les concerne, je vois bien, vous savez, l'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. Dont l'assassinat repose sur la préméditation. Et dans la préméditation, il faut l'orchestration, les rôles des uns des autres. On sent que quelque chose a été organisé, préparé, afin de parvenir à un but. Je le ressens quand je parcours ce document. J'ai un peu moins d'appréhension par rapport non seulement à la requalification des faits, mais également dans la manière dont le juge d'instruction a organisé le travail qu'il a mené avant de conclure. Dans tous les cas, Maître Sira, la requalification de ces chefs d'accusation dans cette affaire, visiblement, redonne espoir, n'est-ce pas, quant à la manifestation de la vérité dans cette affaire, Martinez Zebo. Je pense que je me suis mal fait comprendre. Je ne remets pas en cause, encore une fois, je suis entièrement, on est d'accord là-dessus, sans aucun problème. Malheureusement, la forme, c'est un peu le fond qui apparaît. Ouais. Et là, en l'occurrence, la loi obéit à un... Les gens pourraient penser que c'est un peu fantaisie, c'est du rigidisme. Mais malheureusement, c'est la loi. Oui. C'est la loi. Or, la loi impose un procès. C'est-à-dire que si vous me reprochez quelque chose, vous arrivez, vous me trouvez en train de découper quelqu'un à la machette, si vous ne m'avez pas jugé dans les formes et les conditions, vous ne m'avez pas interpellé dans ces conditions, j'ai le droit d'arriver devant un tribunal et de dire non. Pourtant, la réalité du fait n'est pas contestable. Donc, sur la réalité du fait et la qualification, vous et moi, on est d'accord. Moi, ce que je crains simplement, c'est que la presse... Oui, tout à fait, exact. Et ça peut déboucher à la... C'est ce que je crains. Oui. C'est ce que je crains. Je crois que c'est une appréhension. Oui, c'est une appréhension. Je n'ai pas le contenu d'une hypothèse. Parce qu'il est possible aussi que ces délais, je veux dire, bien quittant court, aient pu permettre effectivement au juge de faire le travail qui est indiqué. Voilà. Donc, je crois qu'on va se limiter à cela. Tout en précisant, une fois encore, et je crois que c'est important de le dire, je crois que ce sont les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès juste et équitable, dans le strict respect des droits de la défense. Tout à fait. Voilà, je crois que c'est bien de le rappeler. Alors, messieurs, on parle d'une affaire qui défraie la chronique. Il y en a une autre qui retient également l'attention de la presse nationale et même internationale. Simon Sersoro, il s'agit de cette affaire de suspension du Cameroun, de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Il faut rappeler que c'est la deuxième fois que le Cameroun est épinglé par cette institution qui est très méticuleuse en ce qui concerne la gestion, en tout cas l'extraction des ressources naturelles, notamment les produits pétroliers, entre autres. On reproche au Cameroun de ne pas respecter certaines exigences en matière de transparence dans les industries extractives. Est-ce que cela vous surprend?
Mais ça ne me surprend pas du tout, surtout que, bon, je vais d'abord faire dire quelque chose aux téléspectateurs. Il faut que le RDPC comprenne une chose. Quand vous agissez avec un mandat au nom d'un parti, eh bien, vos actes impliquent votre parti. Il faut que André Luther le sache. Que les agissements des uns et des autres engagent la responsabilité de leur parti. Bon, pour ce qui est des mines, vous et moi ici, est-ce que vous savez quelles sont les règles d'exploitation minière au Cameroun? Vous savez combien le Cameroun exploite en termes d'or à l'Est? Est-ce que le gouvernement camerounais lui-même communique d'abord? Bon, peut-être qu'il communique là-dessus. Est-ce que le cadre, par exemple, dans l'exploitation minière, sur le plan de la protection de l'environnement au Cameroun est respecté? Est-ce que le Cameroun agit de manière à ce qu'il soit respecté? Pas du tout. Est-ce que les règles que nous avons tous acceptées, vous connaissez le bureau de transactions minières du Cameroun? Vous savez qu'on a créé une institution nationale pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre extraction artisanale, mais pour que vous commercialisez, il va falloir que vous déclarez. Pour que le Cameroun sache au moins clairement combien vous avez, n'est-ce pas, raffiné d'or, et comment pour qu'il y ait la traçabilité, et que le Cameroun puisse vérifier, par exemple, que dans le cas de l'extraction minière aurifère, il y a des produits hautement toxiques qu'on utilise, il faut qu'on sache bien comment vous les traitez. Est-ce que vous, laissons même la communauté des laitiers, nous-mêmes les Camerounais qui connaissons la dangerosité de ces activités, est-ce que l'État RDPC, parce qu'ils pensent que c'est le RDPC qui est l'État, est-ce que l'État RDPC essaye de rendre compte aux Camerounais pour les mettre en sécurité, pour préserver leur... Parce qu'il s'agit de questions de sécurité, de vie ou de mort. Mais je ne crois pas. Et donc là, nous sommes comme dans beaucoup d'autres activités, en marge des règles que nous avons appréciées. J'étais très content tout à l'heure de l'intervention de Maître Assira. J'étais très content de l'intervention de Maître Assira parce que, et je souhaite même qu'il y ait beaucoup comme eux qui règlent ces questions. Les avocats comme société civile pourraient aider les Camerounais, n'est-ce pas, à respecter. Mais justement, l'un des points soulevés justement par le conseil d'administration d'ICIE, c'est que cette société civile justement est écartée, n'est-ce pas, de la question. C'est pour ça que je disais que le Cameroun, les communautés même, c'est-à-dire les Camerounais, la population devait être impliquée pour tout ce qui est gestion minière maintenant au niveau international. Quand on vient faire une exploitation, par exemple à Douala, on demande que Douala, les populations de Douala soient impliquées dans un comité de surveillance. Il faut que des institutions qui s'occupent de la protection de l'environnement soient impliquées. Il faut que des gens qui s'occupent de la gestion des revenus. Bon, depuis une cinquantaine d'années qu'on exploite certains minerais chez nous, notamment le pétrole, est-ce qu'on a créé un fonds pour protéger les générations futures, n'est-ce pas, de la recette pétrolière? Parce que le pétrole va finir. Il ne faut pas que ceux qui vivent au moment où il y a le pétrole épuisent les recettes pétrolières, les dilapident comme on le voit, pour que les générations futures n'aient rien. Quelles sont les dispositions que le Cameroun a prises dans ce cas? Le gaz est en train d'être exploité ici à Lobaba. Qu'est-ce que les Camerounais tirent? De regarder même autour de cette unité d'exploitation comment l'insécurité est entretenue. Le long du pipeline qui mène le gaz vers le terminal portuaire, regardez tout au long, il y a un tracé avec les poteaux indicatifs. Mais regardez comment on laisse les gens s'installer dessus. C'est-à-dire on laisse les gens s'installer sur une bombe. Rien n'est fait. Et c'est le gouvernement RDPC. Peu importe qu'un de leurs ici veut dire que c'est des responsabilités personnelles, c'est faux. Quand la loi dit que ce sont les partis qui concourent, n'est-ce pas, au suffrage pour avoir le pouvoir, donc c'est le parti qui a le pouvoir. L'individu qui agit, même s'il est corrompu, ça implique aussi son parti. Il faut qu'ils intègrent ça définitivement. Parce que les gens viennent jouer la gesticulation publicitaire ici pour donner des leçons aux uns aux autres. Non, je dis bien que le Cameroun, du fait du RDPC, est carrément sorti de l'initiative à tous les niveaux.
Radio France Internationale, André Diameka rappelle donc que le Cameroun est de nouveau épinglé pour ses pratiques dans l'extraction des ressources géologiques. Il faut rappeler qu'en 2021 déjà, le Cameroun avait été suspendu parce que sur les raisons qui avaient été évoquées, c'était le retard que le Cameroun avait pris, n'est-ce pas, dans le règlement d'un certain nombre d'aides, notamment la dette extérieure. Aujourd'hui, le Cameroun est à nouveau frappé. On apprend en parcourant le document du conseil d'administration initié qu'il y a un certain nombre de choses qui sont reprochées au Cameroun. On parle notamment de cette affaire non encore élucidée de Glencore avec des agents de la SNH et de la Sonara qui ont reçu des pots de vin de Glencore. Il faut rappeler que c'est Glencore lui-même qui l'avait affirmé, n'est-ce pas, en 2022. L'ICA estime que cela soulève d'importantes préoccupations au sujet de la crédibilité des efforts que le Cameroun dit mener en matière de transparence. Oui, bon, je reviendrai plus sur la querelle entre l'organisation et les individus. Je crois que M. Soro n'arrive pas à comprendre ce distinguo. Je voudrais également lui dire qu'il est important qu'il intègre que les responsabilités sont individuelles et que les responsabilités ne peuvent pas engager toute une organisation. Je ne sais pas comment le dire, en quelle langue. En ce qui concerne la préoccupation, je constate aussi que M. Soro n'a pas approfondi le sujet, mais je vais essayer quand même d'apporter quelques précisions parce que c'est important de dire que le conseil d'administration a reconnu les efforts du Cameroun en matière de transparence de ses ressources extractives. Non, dans certains domaines. Parce qu'il y a 3 éléments, il y a 3 domaines. Ils ont reconnu dans 2 domaines, mais il y a un domaine notamment... Oui, j'en viens, il a reconnu, il y a plusieurs choses qu'ils ont reconnues. Ils ont reconnu également que la divulgation est constante au niveau des données, notamment sur le secteur pétrolier et gazier. Et ils ont reconnu également sur la publication des licences et la production, et même la publication des contrats miniers et la production minière. Donc c'est important de le dire que dans ce rapport, il y a eu des points forts qui ont été donnés au gouvernement. Et je voudrais dire, j'ai souvent entendu parler, on dit que le gouvernement est très restreint là-dessus, est très taciturne sur le sujet. Je voudrais dire qu'on reconnaît là qu'il y a eu des publications. Et je voudrais rappeler que de 2001 à 2019, il y a eu près de 15 rapports sur les sociétés extractives. Et lui qui disait que ça ne donne rien, je voudrais lui donner les chiffres. Les paiements des entreprises extractives atteignent près de 776 milliards en 2021. Et notamment, l'économie du secteur minier joue un très grand rôle. 4% du PIB, 10% des recettes du gouvernement, 31% des exportations en 2021. C'est comme ça qu'on fait les débats avec les chiffres. On ne vient pas dire les sentiments qu'on estime. Alors, quel est le problème? Le problème majeur... je voudrais terminer, si vous me permettez. Le problème majeur que j'ai constaté dans ce rapport, c'est l'implication de la société civile. Ça, j'ai lu ça et ça m'a un peu amusé. Ça m'a un peu amusé parce que ce n'est pas au gouvernement de fabriquer une société civile. Ce n'est pas au gouvernement d'aller constituer des associations des sociétés civiles. C'est les mêmes personnes qui vont dire encore que c'est une société civile pro-gouvernementale, c'est une société civile qui a la solde du gouvernement. Je crois que les Camerounais sont assez édifiés sur la défense des populations, sur la défense des intérêts. Ils doivent se constituer en association et pouvoir défendre ces intérêts. Est-ce que vous allez dire la justice? Elles existent, on ne les intègre pas. Non, je ne dis pas qu'elles n'existent pas. C'est ça que vous dites. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que... Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est dit dans le rapport. Oui. Dans le rapport, on dit qu'il y a un manque d'implication de la société civile. Je l'ai lu en noir et blanc. Oui. Et ça m'a amusé. Ça m'a amusé parce qu'effectivement, ce n'est pas au gouvernement d'impliquer la société civile. La société civile s'impose, n'est-ce pas, par un contre-pouvoir, par, j'allais dire, une mission de chien de garde par rapport aux activités, n'est-ce pas, des sociétés extractives. Donc, il revient donc à la société civile de se saisir, n'est-ce pas, de... Non, le rapport dit clairement sur cette question que cette société civile, le terme utilisé, c'est, je veux dire quoi, la société civile n'est pas l'engagement de la société civile. Et c'est la même chose. L'engagement de la société civile n'est pas suffisamment
pertinente que je fais justement de cette tentative de musellement de cette Si on dit qu'elle n'est pas impliquée, ça veut dire que l'État ne veut pas que la société civile s'intéresse à la question. Mais c'est que M. Meka, nous avons une moi, ça me surprend. Qu'est-ce que vous surprend? Ça me surprend parce que... On exclut la société civile pour un français facile. Voilà, maintenant ça se comprend. Je peux parler? Allez-y. Je voudrais qu'on soit un peu civilisé. On ne va pas toujours obstruer à ma communication. Je crois que les téléspectateurs nous écoutent. Ça fait une pollution sémantique qui est désagréable à l'oreille. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas aller susciter une société civile. Je connais les groupes de pression sur le plan politique qui sont extrêmement offensifs. Je connais des groupes de pression dans le cadre, n'est-ce pas, de l'homosexualité au Cameroun qui sont extrêmement offensifs. Alors, qu'on me dise aujourd'hui qu'on muselle notamment ceux qui font dans le pétrole, dans le gaz et tout, c'est tout simplement aberrant. Moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est des méthodes de pression. Non, Luther, pour qu'on se comprenne bien. Lorsque le rapport du conseil d'administration de l'ICIE indique qu'il y a 3 domaines dans lesquels on a fait l'évaluation et qu'il y a 2 domaines dans lesquels on salue le Cameroun, là, vous êtes d'accord? Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de faire des observations sur les insuffisances concernant, par exemple, la société civile, vous estimez que c'est... Non, j'estime que c'est un peu tiré par les cheveux parce que les Camerounais sont extrêmement expressifs sur la gouvernance des biens publics, sur la gouvernance du pays. Ça se voit dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, il y a une société civile forte, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, des orientations sexuelles bizarres, il y a une société civile forte, que ce soit en politique, il y a des groupes de pression extrêmement offensifs. Comment on peut museler uniquement dans les sociétés extractives? Je crois que c'est un peu tiré par les cheveux. Je crois que ce sont des méthodes de pression, puisque nous sommes à la veille des élections de 2025. Et lorsque vous voyez, on dit que la société civile est muselée, on dit qu'il faut faire des enquêtes sur Glencore, on comprend que là, il s'agit pratiquement d'un glissement vers, n'est-ce pas, une pression presque politique. Et moi, quand j'ai lu le rapport, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement de points forts du gouvernement. Il y avait tellement, j'allais dire même, c'était glorieux ce que j'ai lu. Et qu'on aille sur un petit détail, notamment de la société civile, je pense que c'est juste tiré par les cheveux. Alors, Edmond Kambia, sur cette question, il faut rappeler que le Cameroun est suspendu l'initiative de transparence dans les industries extractives pour avoir obtenu un score globalement assez faible dans la mise en œuvre de la norme ICIE 2019 pour opacité dans les affaires Glencore sur les lignes 65, 94 et musellement de la société civile. Ce sont globalement les éléments qui sont évoqués pour résumer ce rapport du conseil d'administration de l'ICIE. Oui, ça ne surprend guère, puisque c'est pour la 2e fois que le Cameroun est suspendu. Et vous savez, pour appartenir à la plateforme de l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives, il faut faire patte blanche. Il y a un certain nombre de critères qui permettent à un État d'être membre de cette plateforme. Et quand le Cameroun est suspendu comme ça de façon régulière, cela signifie qu'il y a très peu d'efforts qui sont fournis par le Cameroun pour rester dans les normes. C'est d'abord ce qu'il faut dire. Maintenant, sur la question qui a été posée, opacité. Vous voyez bien, opacité sur les lignes 65 et 94. Il y a eu beaucoup de débats sur ces lignes. Ici, lorsqu'on a débattu de l'argent, de la gestion de l'argent du Covid, il y a eu beaucoup d'opacité. Et quand je parle du Covid-Gate, ça me rappelle le rapport de la Chambre des comptes. Un très beau rapport. Le fameux rapport. Que nous appelons de tous nos voeux à l'application des suggestions, des propositions formulées et afin que le TCS puisse aller au bout du travail des magistrats de la Chambre de compte, parce qu'il y a des personnalités, des ministères impliqués dont je rappelle encore une douzaine de cas de malversation financière pouvaient donner lieu à des conséquences pénales. Ça, c'est juste une parenthèse avant de revenir à notre sujet, parce que là, c'était l'opacité sur les lignes 65 et 94. Il y a l'opacité, il y a surtout, parce qu'on a évoqué ça tout à l'heure, le musellement de la société civile. Et tout à l'heure, on parlait de la question de l'implication de la société civile. La société civile camerounaise, elle est dynamique, hein, elle est bien reconnue, sur le plan national comme international. Mais il se trouve que dans la gestion des politiques publiques par l'État, le gouvernement camerounais, il n'y a pas. C'est-à-dire que
c'est parfois comme en dents de scie. Le gouvernement veut bien parfois impliquer la société civile dans certains cas, dans d'autres non. Et dans des questions qui concernent notamment la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières, l'implication de la société civile est faible, le taux, comme ils ont dit, c'est faible, on ne le ressent pas, on a plutôt l'impression que l'engagement de la société civile, elle est muselée, effectivement, comme ils l'ont dit, parce que le gouvernement ne voudrait pas que la société civile sache véritablement comment et combien, de manière transparente, l'État gère ses mines, l'État gère son pétrole, l'État gère son gaz. Voilà le fond de l'affaire. Et c'est pour cela qu'on a été à nouveau suspendu. Et c'est dommage. Parce que dans la gouvernance, quand on est membre de la plateforme de l'ITE, on doit pouvoir, à travers ces rapports, à travers ces publications, à travers l'implication réelle, pas supposée, de la société civile, démontrer que on fait des efforts au niveau de la gestion de la gestion transparente des ressources minières, pétrolières et gazières. Et je voudrais rappeler un extrait de ce rapport du conseil d'administration qui exprime sa vive préoccupation concernant les violations du protocole de l'ITIE, la participation de la société civile en matière de liberté d'expression et d'association, et le rapport dit également que le Cameroun doit mener des actions correctives d'ici à la prochaine validation. Ce sera le 1er avril 2027, sinon le Cameroun s'expose donc à une radiation. Et là, ici de l'article 6, n'est-ce pas, de la norme ICE. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus, peut-être sur l'angle judiciaire, hein, maître Claude Assira, en vous demandant peut-être de commenter cette sortie de maître Akerimona. Il faut rappeler que le bâtonnier Akerimona indique dans le tweet qu'il a fait qu'il avait été avec le ministre Abba Abba, ceux qui ont monté le projet pour permettre justement au Cameroun de pouvoir adhérer à cette initiative de transparence dans les industries extractives. Alors il dit qu'il est très triste, le bâtonnier Akerimona, le Cameroun, qui est donc suspendu d'ICE depuis le 29 février dernier, et il indique que c'est le deuxième du genre en moins de 3 ans. Oui. Je suis triste, dit-il, je suis tout aussi triste, et surtout parce que l'affaire Glencore fait partie des motifs, alors même que nous avons formulé des propositions qui auraient pu éviter ça. En fin de compte, l'opacité dans la gestion de notre industrie extractive n'est que la résultante, dit le bâtonnier Akerimona, d'une corruption systémique. Espérons maintenant qu'avec ceci, ils iront chercher les noms des fossoyeurs de notre pays. Non, j'ai lu cette sortie du bâtonnier Akerimona. Je comprends sa tristesse et je dois dire que je la partage. C'est l'objet de nos discussions ici. Moi, je me demande d'ailleurs souvent parfois, et je pense que malheureusement nous y contribuons d'une façon ou d'une autre, parce que l'impression que nous donnons au grand public, c'est que le fait d'être là le dimanche et de déblatérer pendant 2 heures sur des questions essentielles nous donne l'impression que tout va bien et qu'on est bel et bien en présence d'un État qui fonctionne bien, qui est démocratique, qui permet la liberté d'expression. Voilà, on est en fait l'arbre qui cache la forêt. Voilà, nous masquons les réalités profondes malheureusement de ce pays souvent. Je ne vais pas aller jusqu'à demander la fermeture de toutes les chaînes, de l'interdiction des émissions. C'est pour ça. Tout à fait, parce qu'au moins ça peut permettre un peu le débat. À longueur d'émission, même à défaut, et je peux comprendre que les gens qui dirigent, ils ont été élus sur la base d'un programme, et il est tout à fait normal qu'ils appliquent leur programme. Personne ne peut leur en faire le reproche. Mais les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas non plus des quantités négligeables. Ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la cellule de gouvernement ont aussi parfois des opinions à émettre qui ne peuvent pas être totalement idiotes simplement parce qu'ils ne font pas partie du clan régnant. C'est ça qui décourage parfois quand on vient émettre des positions qui sont des positions, on va dire, un peu dynamiques, bienveillantes, voilà, et autres. Et moi, je m'étonne toujours quand j'entends certains des frères, amis, qui sont par ailleurs souvent respectables,
qui viennent défendre ici des choses qui sont totalement absurdes. J'ai été ici une fois avec un de mes confrères, pourtant qui dans la vie de tous les jours vous dit des choses qui sont totalement compréhensibles, logiques, mais à partir du moment où il parle, il rentre dans la logique du parti, vous ne comprenez plus à quel niveau. Tout à fait. Bien. Donc, quand on nous dit qu'un rapport a dit des choses qui est positives, des choses qui sont positives, et que donc par conséquent on peut comprendre qu'il est dit d'autres choses qui ne sont pas positives. Donc en d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir, on peut continuer. C'est un peu comme la transparence, c'est un peu comme la demoiselle qui est un peu enceinte. Ou elle est enceinte, ou elle n'est pas. Vous ne pouvez pas nous dire que à partir du moment où on a commencé la transparence, on a le droit de s'arrêter à mi-chemin et de ne plus continuer parce que on a fait déjà des efforts et qu'on a reconnu qu'il y a eu des efforts dans la transparence. Pourquoi d'ailleurs, il y a un ministre français qui disait, à partir du moment où il y a flou, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est masqué. Si ça ne l'avait pas été, puisqu'ils savent ce que c'est que la transparence. Oui. Dans d'autres domaines, ils ont joué le jeu de la transparence. À partir du moment où ils ne le font pas, ça veut dire qu'il y a une intention délibérée de ne pas ouvrir. Et je voudrais peut-être indiquer ici à mon ami, on a des débats qui sont citoyens, hein, ne vous inquiétez pas, je lui apporterai la contradiction sur les points où je ne serai pas d'accord avec lui, et je pense qu'il en fera de même. La transparence n'est pas une affaire où il y a une personne qui est en demande et l'autre qui se contente de répondre. Moi, État, à partir du moment où je sais que j'ai besoin de démontrer le bien fondé, la bonne foi que j'ai mis, dans l'exécution de telle ou telle application, d'autant que cette exécution justifie le comportement de l'ITIE, pourquoi est-ce que je ne vais pas ouvrir les portes et dire aux gens, voilà, si ce n'est pas la société civile, ce sera vraisemblablement d'autres personnes, il y a des organes qui existent pour pouvoir permettre le contrôle, dans la transparence, la gestion et autres. Donc, on ne peut pas organiser, on n'a pas besoin d'organiser une société civile. La société civile, petite parenthèse, n'a pas été, en lisant un peu le rapport, n'a pas été indiqué comme étant le baromètre qui justifie, ça a été juste un argument a fortiori, qui est venu renforcer des constatations qui avaient déjà été faites, et l'auteur précise que, en plus de ce que je vous dis comme anomalie, il se trouve que la société civile elle-même n'est pas suffisamment impliquée, elle est mise en marge, on lui interdit même d'accéder au mode de gestion de gouvernement. Donc ce n'est qu'un argument a fortiori, qui en l'occurrence n'est pas banal, puisqu'il était possible de l'intégrer dans le système au moins de contrôle a posteriori, et le seul fait de l'avoir pas intégré est déjà un message. Mais en dehors de ça, il y a aussi simplement les règles élémentaires de la gouvernance. Qui peut ici venir dire, au nom de quoi peut-on nous dire que le gouvernement est totalement transparent sur des actions, que ce qu'il entreprend ne souffre d'aucune... Je me demande des fois si nous avons la même réalité. Si, tout à fait. Donc il y a là-dedans, de façon constante, de façon récurrente, quels que soient les thèmes, chaque fois que vous avez des questions qui ont de l'argent, qui comportent beaucoup d'argent de gestion, où on se retrouve avec ce genre de faiblesse dans la gouvernance. Je voudrais juste terminer sur ce point en indiquant que, malheureusement, là, on se fait épingler encore par une organisation internationale. Quand on parle des droits de l'homme, c'est pareil. Nous, on a toujours tendance à penser que lorsque c'est nous, société civile, avocats, parfois simples particuliers, on peut faire le lien avec Martinez Ogo, qui lui aussi peut-être quelque part un peu à sa façon essayait de lutter à cette malgouvernance, voilà, avec les moyens qui étaient les siens. Chaque fois qu'on le dit, les gens ne réalisent pas effectivement que notre message peut avoir quelque chose, une portée. Il faut qu'on attende que des gens de l'extérieur viennent nous dire la vérité pour qu'enfin on leur accorde du crédit. Si ça doit être ça, la raison, avec la menace, la démarche combinatoire qui pèse aujourd'hui de radiation du Cameroun, si c'est peut-être comme ça qu'on doit uniquement espérer qu'un changement puisse intervenir dans ce pays, malheureusement, il y a beaucoup qui ont fini par se résoudre à l'idée qu'il n'y a rien à attendre de l'intérieur et qu'il vaut mieux attendre, même si parfois ce sont des actions un peu inconstitutionnelles, un peu illégales, un peu irrégulières. C'est le mauvais message que toutes ces choses-là renvoient.
Parce que nous autres, ici en interne, on n'a pas les moyens, on n'a pas les armes, notre parole ne porte pas suffisamment pour pouvoir conduire à l'action vertueuse qu'on est en droit, j'ai dit en droit, d'attendre de nos dirigeants. Il faudrait qu'on leur dise tous les jours, ici, qu'ils ne sont que nos mandataires. C'est le peuple qui les a élus. Donc, le président de la République, je respecte la fonction qui est la sienne. J'ai beaucoup de déférence pour ce qu'il peut représenter, mais il ne serait pas le président de la République si je ne lui avais pas demandé d'aller porter ma voix. Et s'il la porte, j'ai le droit de lui demander des comptes sur la façon dont il gère tout, y compris les industries qui sont les miennes. En tant que praticien, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans les questions de justice, de droit, est-ce que vous comprenez pourquoi, depuis que cette affaire Glencore a éclaté, on n'observe pas une véritable réaction du gouvernement? Il y a eu beaucoup de réactions. Je vais citer une fois de plus le bâtonnier Akere Mouna et beaucoup d'autres qui estiment qu'il faut effectivement que la lumière soit faite sur cette affaire-là pour qu'on sache exactement qui sont les responsables de cette affaire de corruption avec Glencore. Mais de toute évidence, ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez pourquoi en tant qu'acteur de la justice? Je ne sais pas si c'est une raison juridique. Ce que je peux vous dire, encore une fois, ça va être simplement des analyses, des conjectures. Et moi, je pars de l'idée que rien ne change parce que rien n'a changé. Le système rien n'a changé. Vous ne pouvez pas avoir un système qui s'est établi, qui s'est construit sur de mauvaises bases pendant tant de temps, pendant 42 ans, et attendre de lui qu'il change. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, lui demander de scier la branche sur laquelle il est assis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, remettons-nous un peu dans l'esprit du président de la République. Je ne doute pas une seule seconde, encore une fois. Même ses opposants les plus farouches lui reconnaissent des qualités humaines. Moi, je n'ai aucun élément pour pouvoir les lui dénier, les lui contester. Mais seulement, le système qui s'est créé autour de lui, sans doute avec lui, puisque c'est lui qui est l'acteur principal, avec lui, est un système qui est tellement gangréné, tellement pervers, que comme je le dis toujours ici, quand vous m'en offrez la possibilité, je ne suis pas sûr que le président de la République soit encore dans l'équation de la volonté politique. Parce qu'il a même peut-être la volonté politique de changer. Mon problème, c'est la capacité politique du président de la République à changer. Est-ce qu'en voulant changer, il aurait aujourd'hui les moyens, quand pendant 42 ans, un système s'est gangréné, qui il va aller prendre? S'il prend quelqu'un de l'extérieur, il vient déséquilibrer forcément son schéma. S'il prend quelqu'un de l'intérieur, il participe plus ou moins à la gabegie. Si ce n'est pas lui, c'est un de ses proches. Et il craint que s'il déclenche le processus, qu'un jour ça lui revienne directement. Tout à fait. Donc, comme un boomerang. Donc, il n'osera pas. Donc, je pense que le problème, il est davantage dans ces éléments sociologiques, anthropologiques, que dans les questions d'organisation judiciaire ou juridictionnelle. Je voudrais préciser, il faut qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas que je minaude la critique, mais lorsque je vais dans la logique, notamment des faits, et moi j'ai trois logiques, le nécessaire, l'utile et l'accessoire. Et je crois qu'en ce qui concerne les industries extractives, ce qui est utile et nécessaire, c'est la publication des contrats, c'est la publication de la production, c'est les bénéfices et c'est les transactions. Pour moi, c'est ça qui fait un peu le nœud, le clou, n'est-ce pas, de l'information. Et je précise à votre suite, André Termeka, en vous permettant justement de développer que dans le rapport, on indique qu'il s'agit par exemple, que s'agissant par exemple des recettes qui ne transitent pas sur les comptes du Trésor public, leur affectation doit être expliquée. Ce qui veut dire que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il parle d'expliquer les affectations dans les comptes. Oui. Il ne parle pas qu'il n'y a pas eu affectation dans les comptes. Vous comprenez? Donc, c'est logique ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils admettent implicitement qu'il y a affectation, mais qu'on n'explique pas peut-être le montant. Moi, je dis sincèrement, moi j'ai lu ce rapport, pour la première fois, j'ai soupçonné quelque chose. Parce que je sais que les Camerounais veulent savoir les chiffres, les Camerounais veulent savoir les rapports. Il y a 15 rapports qui ont été publiés de 2001 à 2019. Le 2020, le rapport est déjà en cours. Il y a des chiffres qui existent sur cela. Ils ont même dit qu'il y a même des explications sur les saisies d'or et sur les coûts des contrats. Donc, moi, j'estime que dans la priorité, ce qui devait être fait a été nécessairement fait.
permettez. Pour sortir, Simon Serson. Oui, allons au fond de la question, hein, parce que je crois que certains ne comprennent pas les enjeux autour de l'exploitation minière. Vous pouvez avoir des recettes qui sont du blanchiment d'argent. Il faut aussi le prouver. Il y a des diamants de sang. Oh là là, il faut dans d'autres pays. Mais c'est pour ça qu'on des diamants de sang. Excusez-moi, monsieur du terme, si vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, dans l'extraction minière, l'origine de ceux qui viennent investir chez vous, leurs fonds, doivent être traçables. C'est pour ça qu'on veut impliquer les gens. Ne jouez pas avec cette question. Et les diamants Ce sont des questions ailleurs au Libéria, on l'a vu. Je prends des exemples. Si vous avez des problèmes de compréhension, vous me le dites. Non, vous avez des... Vous avez dit implication, on n'avez pas voulu comprendre ce que ça signifie. Je vous dis, vous avez ce rapport, on menace votre pays de radiation. Et vous traitez la question à la légère. On vous dit que dans l'espace minier, ceux qui viennent investir sur vous peuvent être des trafiquants. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que ça laisse supposer, monsieur. Mais vous dites des choses terribles, hein? Quand on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit d'impliquer les gens. Quand un gars, monsieur Lambda, vient vous dire que je vous amène 1000 milliards, c'est bien, vous allez inscrire ça, ça va. Mais pour eux, c'est pas ça. Parce qu'il faut qu'on sache qui est ce monsieur. Où est-ce qu'il a fait les affaires avant? Peut-être vous avez des connivences. Quand on parle de Glencore, c'est parce qu'on sait, aux États-Unis, il y a une règle. Il y a des cadeaux, quand vous les faites à quelqu'un, on considère que c'est la corruption. C'est-à-dire que si une délégation américaine vient ici et fait une montre de 1 million de dollars à X, monsieur, pour eux, c'est une corruption. Parce qu'ils ne voient pas où tu vas. Donc, dans cette affaire, pour être bref, nous devons nous sentir menacés. Parce que quand on vous suspend, ce que monsieur ne connaissait pas, la commercialisation des minerais venant de chez vous est mise en danger. Donc les recettes dont vous voulez vous vanter là risquent d'être mises en péril. Ne minimisez pas ça. Non, je n'ai quand pas on vous l'a dit, votre me commerce de minerais est mise entre guillemets. Et vous traitez ça comme ça, vous dites qu'on a oublié. Non. Il faut que les Camerounais comprennent qu'il y a eu des erreurs graves et qu'on interpelle le gouvernement pour les corriger rapidement. Pour ce qui est de la société civile, quand on dit implication, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit dire à tel que dans le conseil de surveillance, vous allez appeler telle association, telle. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est pas la société civile qui vient elle-même dire mettez-moi dans le conseil, monsieur. Alors, Edmond Kangia, tout à l'heure, Maître Sira indiquait qu'avec le système actuel, il ne faut pas attendre grand-chose. Pourtant, lorsqu'on regarde les événements de ces derniers jours, il y a peut-être comme une sorte de démenti de ce que pense Maître Assira. Il faut rappeler, je prends un extrait du discours du président de la République du 10 février dernier, il disait « Avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets d'actualité, deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. » Et il disait « Comme moi, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, vous, comme vous le dites si bien dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. Et le président a envie de poursuivre. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation, un travail acharné. Alors plus loin, il dit je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de longs sacrifices financiers à cet égard. Et il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre des Sports ont reçu des instructions claires à ce sujet. Et pour beaucoup de compatriotes, eh bien, la parole du président de la République est exécutée avec notamment le limogeage qu'on vient d'observer du coach Rigobert Sambana. Vous faites le lien ou bien vous estimez que peut-être qu'on attend encore l'application des instructions du chef d'État, comme ça a été très souvent le cas. Il indique qu'on attend 1 an, 2 ans, parfois une dizaine d'années pour appliquer. Est-ce que vous faites un lien entre cette annonce faite par le président de la République de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, de redonner au foot toute sa grandeur et le limogeage de Rigobert Sambana comme sélectionneur, manager de l'équipe nationale Fagnon? Naturellement, nous faisons le lien entre les deux.
Et nous sommes heureux ici, et je tiens à le dire, que le chef de l'État nous a écoutés et nous a compris. Nous ici, j'ai dit sur ce plateau de droit de réponse, avant la fin du tournoi de la CAN de la Côte d'Ivoire, j'appelais les compatriotes à réaliser qu'il se passe des choses inadmissibles, inacceptables dans la gestion des lions indomptables en Côte d'Ivoire. Je rappelais même, j'indiquais que l'équipe nationale du Cameroun est confisquée par une bande d'individus. Et je précisais qu'il s'agissait de 2 personnes qui, dans leur fonctionnement, donnaient l'impression qu'ils n'étaient pas à la hauteur des attentes des Camerounais. Et précisément, j'indiquais que le président de la Fédération camerounaise de football et le manager sélectionneur, n'est-ce pas, de cette équipe nationale du Cameroun, ne rendait pas honneur au Cameroun, ne redonnait pas toute sa grandeur au football camerounais par l'image de cette sélection qu'on a vu jouer en Côte d'Ivoire. Ça ne correspondait pas à la gloire du football camerounais. Je fais le lien immédiat parce que je l'ai dit et je crois que le chef de l'État a compris. D'abord, il a réagi par le discours du 10 février et je pense que c'est l'implémentation, la mise en œuvre de son discours du 10 février qui a commencé depuis quelques jours avec les auditions à la primature où les différents responsables de la FECAFOOT sont entendus, y compris le manager sélectionneur qui a dit dans une de ses conférences de presse qu'il n'était pas entraîneur. Voyez-vous, nous sommes heureux de ce que, en ayant lu la lettre du ministre des Sports qu'il adresse à Rigobert Song Bahanac, que son contrat est arrivé à échéance et que le contrat n'a pas été reconduit. C'est-à-dire qu'il a terminé ses 2 ans, il a été remercié, et je pense que cela fait partie de la réorganisation du football annoncée par le chef de l'État. Et je pense que d'autres mesures, nous les attendons dans la réorganisation du football camerounais. Et nous espérons que d'autres mesures, comme le chef de l'État l'a indiqué, il a donné des instructions fermes au ministre des Sports. Et nous pensons que d'autres mesures viendront pour donner une certaine vision, une orientation de ce que le football camerounais n'aurait jamais dû être. Vous avez certainement lu ce tweet de Rebecca Enonchon, oui, qui commentant justement cette décision, en tout cas tout ce qu'il y a comme mouvement autour de l'équipe nationale, appelle le président de la République à être aussi rigoureux avec les membres de son gouvernement qu'il a été avec Rigobert Song Bahanac. C'est-à-dire qu'il a échoué, Rigobert Song, il a annoncé le 10 février que il va avoir un grand ménage, et quelques jours seulement après, on voit bien que le ménage commence. On souhaiterait, c'est ce qu'elle dit, que le président soit aussi diligent et aussi rigoureux avec les membres de son gouvernement qu'il a été avec Rigobert Song Bahanac. Je partage totalement, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est une ironie. Ça ressemble, mais je pense que c'est cohérent. Elle est cohérente et il faudrait que le chef de l'État aille dans le même sens pour rester constant et cohérent dans ce qu'il veut que les Camerounais perçoivent de son action. Parce que le sentiment qu'on peut avoir en lisant ce titre, c'est que le président, visiblement, est très attaché au foot et au sport, et donc il suit particulièrement et peut-être prend des décisions le plus rapidement, ce qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres questions dans la République et concernant d'autres membres du gouvernement. Malheureusement, si le chef de l'État pouvait être aussi pragmatique, diligent, rigoureux sur toutes les autres questions auxquelles les Camerounais attendent des réponses, je parlerai des choses très claires. L'accès à l'eau potable de manière régulière, l'accès à l'électricité de manière régulière, la fin des délestages, et surtout la prise en compte de ce que la vie chère rend difficile le vécu des Camerounais. De voir comment améliorer davantage le panier de la ménagère, parce que la hausse du prix du carburant a rendu plus compliqué encore la situation et le pouvoir d'achat des Camerounais. Et je rappelle
que malheureusement, les mesures d'accompagnement annoncées n'ont pas véritablement suivi. Et j'ai le sentiment que pour le gouvernement camerounais, il y a dans la population active que les fonctionnaires. Or, le gros des travailleurs camerounais, c'est dans l'informel. Ce n'est pas les fonctionnaires, ce ne sont pas les agents de l'État. Il y a plus de Camerounais travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires ou agents de l'État. Donc il faut prendre des mesures qui concernent la majorité des Camerounais qui travaillent et pas seulement les fonctionnaires ou les agents de l'État relevant du code du travail. Alors, Simon Serso, il y a une autre polémique au sujet de ce limogeage de Rigobert Sambana. La question que beaucoup se posent, c'est finalement qui l'a limogé, parce qu'il y a une note du ministre des Sports et de l'Éducation physique signée le 28 février dernier. Selon le quotidien Le Jour, c'est à travers cette correspondance du MINSEP que Rigobert Sambana a été informé de sa mise à l'écart avec tous les autres membres de son staff. Mais dans le même temps, on a suivi cette interview de Samuel Eto'o sur Radio France, France 24, sur France 24 qui annonçait que son comité exécutif et lui avaient décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Sambana. Quand je vais encore dire que nous avons un parti État qui ne comprend rien à la gestion du Cameroun, on va me dire que c'est... Et puis, il faut comprendre le football camerounais. La FECAFOOT, l'équipe nationale, est une propriété de l'État du Cameroun, comme toutes les équipes nationales dans tous les pays. Mais l'organe technique qui accompagne l'État dans la gestion de l'équipe, c'est la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT, il y a déjà eu un contrat d'un entraîneur au Cameroun qui a été renouvelé. Pardon? Il y a déjà eu un contrat d'un entraîneur national au Cameroun, arrivé à échéance, qui a été renouvelé. Pourquoi les gens s'agitent autour de la gesticulation de quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité pour sortir le Cameroun de la misère? Pourquoi? Le contrat de Rigobert Song est arrivé à échéance, il n'a pas fait les résultats. Il est clair qu'on ne pouvait pas renouveler son contrat. Maintenant, il n'a pas apporté. La seule chose qui apporte souvent la joie quand le RDPC veut faire des presbyes politiques, c'est le foot. Cette fois-ci, les choses sont mal engagées. Et donc, dans leur gesticulation, ils ont fait dire au chef de l'État qu'il prendrait les grandes mesures qu'il ne prendrait pas. Parce que pour sortir le football camerounais de la forêt dans laquelle il est en train de s'enfoncer, il faut faire mieux que ça. Nous avons investi énormément dans les infrastructures qu'aucune équipe n'utilise. Est-ce que les gens savent que le football camerounais était à peu près semi-professionnel dans les années 75 jusqu'au 87? Parce que les gens disent souvent que les joueurs n'avaient rien. Presque toutes les grandes équipes étaient adossées à des entreprises. Qu'est-ce qui empêche de reprendre une telle politique? Non, il faut laisser ça de côté. On a des choses plus importantes. Le football est certes important, mais on a des choses hautement plus importantes pour développer ce pays, y compris ce foot, si on veut le regarder autrement. Mais le RDPC n'en a ni les moyens ni la volonté. Il faut, si on veut sortir le football camerounais de l'ornière, accompagner l'équipe de la FECAFOOT qui est en train de vouloir organiser les choses pour que les équipes deviennent de véritables entreprises. L'équipe nationale va marcher elle-même. Vous savez, il y a un entraîneur qu'on ne connaît pas qui a qualifié les Lions. C'est que Léonard. C'est que Léonard avait entraîné qui? Il a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde 94. L'équipe nationale du Cameroun, quand le football va bien, même vous pouvez la coacher. Donc on arrête la gesticulation autour de Rigobert Song. On a vu des entraîneurs qui ne valent rien venir devenir célèbres au Cameroun. Ils n'ont jamais pu entraîner notre équipe ailleurs. Le plus célèbre d'entre eux écume les médias pour faire les commentaires sur l'Afrique. Il n'a pas pu entraîner l'équipe de 2-2 en France. Donc on reste tranquille. Le football camerounais va marcher quand les Camerounais vont arrêter d'avoir faim. Regardez la catastrophe qu'on vient de sortir des Camerounais sur le carburant. Je regardais les archives. Vous savez quand est-ce que le prix du taxi a atteint 250? Quand le pétrole avait atteint le prix qu'il a atteint aujourd'hui. Mais bon sang. Quelle arnaque les amis de Messi et Luther Meka sont en train de nous faire. Le taxi est arrivé à 250 quand le pétrole a frôlé $70. Quand il a atteint 100, on nous a mis à 300. Il est descendu, on n'a jamais refait la baisse. C'est toujours le football. Mais on a... Oui, parce que ce qu'on joue autour du foot, là, en réalité, la gesticulation qui est autour du football, là, c'est qu'on veut distraire les Camerounais de leurs réelles préoccupations. Qu'on arrête ça. C'est pour ça que je souscris à la sortie des non-shows. On était à un jeu, c'est un jeu. On a perdu. J'ai d'ailleurs félicité les jeunes ici pour leur bravoure.
On est sorti, il y a 24 équipes. Hein. Pour sortir du premier tour, tout le monde a vu, c'était pas évident. Hein. C'est pas parce qu'on a 5 coupes. Beaucoup sont sortis quoi, avant nous. Donc c'est un jeu, on a perdu cette fois-ci, on a perdu. On arrête de nous distraire. Il y a des choses importantes. Le pays est à l'agonie. On vient nous parler de la décision, des grandes décisions qui ne seront jamais prises. On a annoncé des grandes décisions, santé pour tous en l'an 2000, nous sommes 24 ans après. Aucun Camerounais ne peut se soigner dignement. En commençant par ceux qui gouvernent. Quand ils sont malades, ils prennent l'avion. Heureusement qu'on a sorti une note là décemment que les Camerounais, les DG, les grands ne doivent plus sortir n'importe comment, paraît-il, sans l'autorisation du chef de l'État. Voilà les vraies mesures qui sont en train d'être prises pour que ces gens construisent enfin des hôpitaux au Cameroun où ils peuvent se soigner. L'école est à l'agonie. On a détruit l'école pour construire des écoles privées pour pouvoir faire une éducation spéciale pour les enfants des gouvernants. On veut intéresser les gens au football. Bon, on a créé l'académie entre autres depuis. Depuis là, l'académie a déjà produit quelques joueurs pour que enfin l'équipe nationale ait des joueurs. Voilà l'argent qui est gaspillé. On vous annonce des choses qui ne se font nulle part ailleurs. Sortons, n'est-ce pas, de la précipitation politique. Arrêtons ce jeu. Il y a des choses concrètes que nous pouvons faire clairement. Et ce que nous attendons actuellement du chef de l'État, et j'y crois, parce que même à la dernière minute, on peut rentrer au Panthéon. Je pense vraiment que Paul Biya peut créer au Cameroun une situation pour que nous ayons dans ce pays une transition pour une alternance sans violence en 2024-2025. Vraiment, je pense que le Paul Biya a encore les moyens de le faire. Si on rate ça, on va sombrer dans le chaos. Et ça, c'est une interpellation forte. Je prie les gens du RDPC, du Termeka et ses amis, à accompagner le président pour qu'il prenne de bonnes décisions pour une transition, pour une alternance sans violence en 125. Ce monsieur a fait son travail. Et je pense le ciel et les ancêtres l'ont béni parce que ne gouverne pas un pays qui veut, mais qui est peut-être choisi. Alors aidons-nous à choisir les Camerounais qui vont se mettre ensemble pour construire un pays stable. Ça, c'est l'appel de l'Union des populations du Cameroun. Laissons le football, c'est un jeu, on le joue tous les dimanches et on est content. Et notre football est fort. Il va reprendre ses lettres de noblesse avec ou sans le RDPC. Alors, André Termeka, au finish, il faut peut-être arriver à la conclusion que c'est le comité exécutif et son président qui ont décidé de limoger le coach et le sujet et la décision a été actée officiellement par le ministre des Sports puisque l'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Je crois que j'ai terminé mon analyse prévisionnelle sur cette histoire avec la position du chef de l'État, qui est la position du président, qui naturellement a vécu les échecs des Lions indomptables comme tout le monde. C'est vrai que monsieur Dr Soro est en train de minauder un peu ce que c'est que les entreprises de l'émotion et du contentement et de la joie. C'est extrêmement difficile pour lui parce que c'est un peu de la psychologie. Il est important parfois aussi les jeux. Ça permet aussi de nous divertir et ce sont des jeux assez diplomatiques parce que c'est conquérant, ça gagne des pays et ça apporte un prestige, un marketing au pays. Et c'est une équipe extrêmement conquérante que nous avons eue à l'époque, notamment avec les quarts de finale, la première équipe au quart de finale, la finale des Coupes de Confédération. Et on a eu une équipe conquérante. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Rigobert Song qui a beaucoup donné pour le Cameroun. C'était l'un des capitaines les plus charismatiques et je peux dire que je l'admire beaucoup. Je respecte Samuel Eto'o pour tout ce qu'il a fait pour le football, mais là, c'est très compliqué parce que c'est une avalanche d'échecs, une série d'éliminations, des ruptures de contrats abusives, des licenciements de coachs abusifs et notamment des revendications tout azimut qui créent naturellement un chaos du management et qui notamment asphyxie même non seulement l'image de la FECAFOOT, mais asphyxie la FECAFOOT. Et je crois que avec les décisions que le chef de l'État a entamées, c'est important que cela soit renforcé. Je voudrais dire que j'ai suivi une réunion à la primature où un certain nombre de décisions ont été prises, notamment sur les sélections nationales et sur l'équipe nationale. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, l'équipe nationale, le chef de l'État l'a dit aussi, ça coûte énormément cher. Ces gars ont des pactoles qui sont vraiment
au niveau supérieur des Camerounais. Et il est important qu'il y ait des exigences en termes de résultats et qu'il y ait, n'est-ce pas, des outils, notamment dans la gestion du bien public. Parce qu'il y a de l'argent qui est injecté, notamment chez les Lions. C'est pas une épicerie, c'est pas un argent qu'on jette comme ça. Il faudrait qu'il y ait une comptabilité. Et cette comptabilité doit se faire. Donc pour moi, le chef de l'État a pris les mesures qui s'imposent. Et notamment, moi j'aime bien le football et je voudrais qu'on reprenne une lettre de noblesse et que l'équipe camerounaise soit une équipe conquérante. Le chef de l'État l'a promis, c'est un mage. Donc certainement que cela va se réaliser. Je voudrais, pour ceux qui associent notamment les décisions du chef de l'État, notamment qui veulent parler de l'inertie, de la pesanteur, je voudrais dire qu'il y a eu de la célérité même dans les primes de match, puisque il avait réagi aussi avec beaucoup de célérité, notamment sur les primes de match. Je peux vous donner comme ça une kyrielle de décisions, donc le président a pris avec célérité. Je peux vous dire que lorsque les enseignants ont demandé, n'est-ce pas, leur dû, il a quand même donné des mesures qui sont en train de se suivre et qui sont respectées. Je voudrais vous dire que lorsque les Camerounais ont demandé aux Camerounais, le consommateur final, de payer les prix, les téléphones, les taxes de téléphone, il avait réagi avec célérité et je crois qu'il avait aboli cela. Donc il y a une kyrielle de décisions comme ça que le chef d'État réagit avec célérité. Bien sûr, les gens attendent, n'est-ce pas, qu'on arrête tout le monde et qu'on tue tout le monde et que cela se fasse avec célérité. Je parle devant un expert en droit, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps de la justice et nous sommes devant les droits de l'homme, il faut avoir des preuves et après des preuves, il faut que la justice se saisisse et que la justice fasse son travail et qu'il y ait un verdict. Alors, personne ici ne peut dire que rien ne sera fait ou rien n'est fait dans le cadre, n'est-ce pas, d'assainir la gestion des biens publics ou, n'est-ce pas, de faire en sorte que les rapports qui ont été faits, notamment du Covid-19 et autres, soient lettres mortes. Là, je ne peux pas le dire parce que je sais que le chef de l'État a toujours été fidèle, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption et qu'il le fera. Oui, vous avez remarqué qu'il y a eu une célérité dans la gestion de ce dossier. On disait que c'était le 10 février que le président de la République faisait donc ce discours et on est là à moins d'un mois. Il y a donc des mesures qui sont prises. En tout cas, vous estimez comme Edmond qu'il y a un lien entre les deux. Mais en même temps, Edmond tout à l'heure a par exemple évoqué la question du rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. Ça date quand même, et puis depuis lors, on n'a pratiquement rien là-dessus. Il faut rappeler que dans ce rapport, il y avait 12 cas qui étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, mais jusqu'ici, on n'a pas... Alors on va évoquer le temps du président, c'est ça? Non, je voudrais dire qu'il faut choisir les régimes. Soit c'est les régimes dictatoriaux, c'est-à-dire qu'on arrête les gens et on les séquestre, on les met en prison. Soit c'est des régimes démocratiques où les droits de l'homme sont respectés, c'est-à-dire qu'on instruit le dossier, on fait des enquêtes et on rend un verdict. Et c'est des dossiers parfois... On est à quelle étape là maintenant, depuis qu'on a rendu le rapport de la Chambre des comptes a rendu... On est à l'étape de décoration. Donc, je voudrais vous dire... Il y a eu des décorations. Je voudrais bon, ça a l'air un peu... Les gens sont un peu hilars. J'ai comme envie de vous donner rendez-vous pour dans l'avenir, parce que je peux vous dire qu'il y a un service du contentieux à la présidence qui scrute les dossiers, parce qu'il peut y avoir des dossiers qui sont aussi des règlements de compte. Il y en a aussi qui peuvent utiliser... Bon, la Chambre des comptes peut rendre public... Non, du moins, il faut quand même qu'il y ait la preuve de la preuve. On éprouve aussi la preuve. Il faut toujours qu'il y ait... une justice, la justice là-bas, c'est ce que vous nous dites. Parce que la Chambre des comptes, je voulais rappeler que la Chambre des comptes est l'une des 4 chambres de la plus haute juridiction d'État qu'on appelle la Cour suprême. La Cour suprême révéler quelque chose. Non, mais je parle devant, mais je ne sais pas si la Chambre des comptes a le droit de poursuite. Je ne crois pas. Mais la cellule qui a la présidence a le droit de qualifier qui on va poursuivre. J'en ai terminé. Alors, Maître Assira, sur cette question, il y a une sorte de confusion un tout petit peu là sur les rôles des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a des textes de 2014, je crois, après la débâcle de Lyon en Coupe du Monde, c'était aux États-Unis ou au Brésil? 2014 au Brésil, 2010 en Afrique du Sud. Oui, 2014 c'était aux États-Unis. Au Brésil. Voilà, au Brésil, au 2014. Au Brésil. Voilà, où le Cameroun a, je crois, il est rentré dernier. 32e. Oui. Ou avant-dernier, c'est plus. Bon, alors, il y a cette débat. Mais maintenant, nous sommes au 51e rang. Et nous sommes en train de sortir du top 10, nous sommes 9e en Afrique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Nous sommes presque à la queue là.
C'est du jamais vu. Ah d'accord. Là, ok. Donc, je voulais dire qu'après cette débâcle du mondial brésilien en 2014, il y avait eu des auditions semblables à celles qu'on observe en ce moment à la préfecture. Et il y a eu une refonte des textes qui précisent les rôles de la fédération, du MINSEP, de l'État, en tout cas sur la gestion de l'équipe nationale, entre autres. Aujourd'hui, il y a encore comme une sorte de confusion un petit peu. On a parlé de cette décision prise par le comité exécutif de la FECAFOOT de limoger le coach. En même temps, on a entendu que c'est le MINSEP qui a écrit pour indiquer que son ne va pas être reconduit dans ses missions. Alors, de votre point de vue, est-ce qu'on peut considérer que ce que le président de la République a annoncé et ce limogeage donne le top départ d'un grand ménage qui pourrait permettre de redonner au football camerounais toute sa grandeur? Moi, j'ai écouté tous ceux qui m'ont précédé sur cette question. Je pense que l'essentiel de ma pensée a été traduit par M. Soro, mon voisin, qui a presque dit ce que j'ai au plus profond de moi. Je pense qu'il y a là-dedans à peu près au moins 3, je ne voudrais pas employer un mot désobligeant, je ne sais pas si je peux parler de mensonge, mais il y a au moins 3 méprises. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de limogeage. On a constaté la fin d'un contrat. Il n'y a pas eu de limogeage. La deuxième chose, c'est qu'il y a un donné acte. Remettons-nous 2 ans auparavant. Vous vous rappelez les bisbilles qu'il y a eu autrefois à la prise de fonction de l'actuel président de la FECAFOOT sur les prérogatives de l'un et de l'autre, dont notamment sur la désignation, et qui avait fini par une sorte de pugilat remporté par le président de la Fédération camerounaise de football d'alors, qui affirmait sa prééminence. Bon, j'avais d'ailleurs applaudi des 2 mains, parce que pour une fois, on voyait un gamin sorti de nulle part qui avait réussi à tenir tête à une autorité pour que puissent prévaloir les prérogatives statutaires qui étaient les siennes. Donc, ce que lui il raconte après, qui n'est pas anodin, c'est que de toute façon, c'est eux qui, en gros, si vous écoutez bien ce qu'il raconte, ce qu'il dit plus tard sur France 24, c'est que nous avions déjà nous-mêmes pris la décision. Le ministre en a été informé, parce que, je crois, la veille ou 2 jours auparavant, dans une interview, il indique également que ces rapports sont peut-être un peu difficiles avec son ministre, mais il respecte les prérogatives des uns et des autres. Donc j'imagine que dans le cadre d'un accord, ils sont tous convenus de ce qui semble être la décision sportive. Dans cet environnement-là, rappelez-vous, quand on s'est rencontrés ici, je vous ai donné ma position, je vous ai dit, s'il partait, il n'y a personne qui sauterait au rideau en disant que, oulala, il y a une injustice, parce que dans ce milieu-là, vous avez un carnet de route, et vous avez une feuille de route, et vous avez forcément des résultats. Regardez Marseille, par exemple, l'équipe de Marseille, ils ont pris des entraîneurs que tout le monde connaît, dont personne n'a jamais contesté le passé, les qualités, les diplômes et autres, mais quand vous n'avez pas les résultats qu'on attend de vous, vous passez la main à quelqu'un d'autre, au suivant, etc. Donc c'est la loi dans cette matière-là, que quel que soit le talent, quelles que soient les qualités, même Mourinho, vous le prendriez, il arriverait, s'il n'a pas le résultat qu'on peut raisonnablement attendre de lui, vous devez partir et c'est normal. Seulement, vous avez certainement 2 autres éléments que vous allez développer, peut-être une parenthèse là-dedans, au sujet de ce pugilat entre griffes entre le président de la FECAFOOT et le MINSEP. On se souvient que il y avait justement passe d'armes, parce que le MINSEP avait indiqué que Conceição restait comme coach, et le président de la FECAFOOT a dit Conceição, c'est terminé. Je crois qu'il a quand même fallu une haute instruction. Le président de la République à travers une autre du secrétaire général de la présidence de la République. Bien, je préfère dire du secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, on ne le voit pas souvent, concrètement, directement à l'action pour pouvoir avoir les certitudes qu'on devrait normalement avoir. Mais nous avons effectivement eu connaissance de cela. Ce que je voudrais vous indiquer ici, c'est que au moins vous voyez que vous aviez l'intervention de la FECAFOOT, du président de la FECAFOOT, qui, on ne peut pas me dire que là, elle ne soit pas intervenue. Je pense que le comité exécutif qui s'était tenu quelque temps auparavant et le président avaient tous, de mon point de vue,
acté le fait que sans doute il n'y aurait pas, et le ministre n'a fait que donner acte. Bien. Cela étant, tout le reste, je suis vraiment désolé, c'est de la diversion, c'est de la pure distraction. Parce que constater qu'un contrat s'est achevé dans des conditions normales où ça devait s'achever, parce que de toute manière, il n'y a personne camerounais qui aurait compris. Les Sénégalais ont fait un autre choix autrefois avec leur actuel entraîneur. Il lui a fallu 10 ans d'apprentissage progressif pour lui permettre de remporter pour la première fois, je crois que ça devait être ici chez nous au Cameroun, qui remporte la première, voilà, oui, tout à fait. Donc, moi, j'étais plutôt partisan, j'ai été un peu sceptique, je l'avoue, je le dis également souvent humblement, je n'ai pas soutenu l'équipe actuelle pour des raisons de loyauté, de fidélité. Moi, j'étais plutôt avocat de la FECAFOOT sur l'autre, mais vous avez une équipe nouvelle qui arrive, et j'ai bien aimé le dynamisme d'Eto qui arrive, qui essaye de changer les choses, qui apporte des éléments qui sont, voilà, forcément, quel que soit, on n'est plus, aujourd'hui, en tout cas, on ne devrait plus être dans le j'aime pas, on regarde les qualités de la personne, on les apprécie en fonction, et les choix qu'il a fait, naturellement, qui peuvent être des choix qui sont forcément des choix subjectifs, pas discutables, oui, évidemment, comme choix subjectifs, ils peuvent être discutés, voilà. Mais ce sont des choix qui appartiennent à celui qui a la prérogative pour les faire. Il est là pour ça. Donc, après, on discute si on veut, sauf qu'il n'y a que le résultat qui, à la fin, doit permettre. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas le résultat. Donc, je peux comprendre que on puisse mettre un terme à ce contrat. Mais là où je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi y a-t-il tant de bruit autour d'une chose qui est tout à fait normale, naturelle. Et vous posez effectivement la question, à mon avis, de façon très pertinente. Parce que là où on nous entraîne, on va nous parler de la FECAFOOT, abusivement, abondamment. On va nous parler, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai suggéré que la précipitation qu'il y a eu, il va falloir qu'on nous mette bientôt sur la table un nouveau sujet qui va nous obscurcir, nous penser, nous obséder absolument la procédure judiciaire. J'ai vu parfois certains amis qui vous ouvrent des feux, on va vous dire, bon, Camto, il était favorable. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe plus de la façon dont les choses se font au quotidien, on a oublié le principal. Les autres sont dans la coulisse, en train de tramer tranquillement, et nous, on est là, on se gave de football, de choses totalement absconses, dont on ne sait même pas quelle est la répercussion que cela va avoir concrètement dans nos vies. Nous avons des problèmes. Je vous l'ai dit ici l'autre jour. Je vous ai dit, pour moi, c'est un faux débat. On peut juger Eto, le bilan d'Eto et le bilan de Geberson convenablement dans un environnement qui lui-même est sain. C'est-à-dire, pour pouvoir dire, vous avez mal fait, il lui fallu que l'environnement qu'on vous a donné pour pouvoir y arriver vous permette de faire différemment. En quoi, ici, eux, ils ont fait différemment des catastrophes régulières que nous avons à l'intérieur de ce pays. Je ne vois pas pourquoi, quelle est la digression particulière de leur gestion. Ils ont échoué, comme tous les autres ministres n'ont pas réussi à nous faire bien. Si eux, on les punit, eux, les autres. Pourquoi c'est eux qu'on punirait et pas les autres? Alors que eux, ils sont les derniers à être arrivés dans la liste. Ils sont que 2 ans, tous les deux, là où ils sont. Les autres sont là depuis 42 ans. Depuis longtemps. Pourquoi à aucun moment on se pose aussi la question de savoir, tiens, faisons un bilan de l'énergie au Cameroun, faisons un bilan de tel ou tel aspect des hôpitaux, faisons un bilan des écoles, et de là, on aurait, à mon avis, je pense, au moins tiré les mêmes conséquences pour arriver là. Pourquoi va-t-on commencer par là? Vous voyez, moi je vous dis, je n'ai pas de certitude, mais quand je regarde la configuration des choses, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. Et ce débat-là, nous avons tous tendance un peu à y aller souvent de façon simple. J'allais dire simpliste, mais pourtant, il y a des enjeux derrière qui sont en train de se préparer, de se trafiquer. Je ne pense pas que ça aurait été la priorité. On aurait laissé cette équipe-là, elle aurait correspondu à l'environnement dans lequel elle se trouve. On a décidé de les enlever. Ça correspond un peu aussi à ce qu'on sait habituellement. Il semble que le président tient à cette équipe comme à la prunelle de ses... Vous êtes en train de me dire que le président, tout à fait, vous êtes en train de me dire que le président de la République, il tient qu'à ça. Il tient à rien d'autre. Moi, je veux qu'on me dise que le temps de la justice, c'est une chose. J'y adhère entièrement. Je suis le premier à le demander tous les jours. Mais le temps de la justice, ce n'est pas l'éternité. Le temps de la justice obéit à un décryptage. Pourquoi est-ce que le même temps de la justice,
Là, dans cette affaire Martinez-Zogo, il a été plutôt anticipé. Et dans d'autres situations, eh ben, il prend pratiquement des libertés. On a des affaires. On a parlé tout à l'heure de l'affaire du Covid-Gate. Je crois que c'est passé avant ou un peu après. Il y a eu les stades. Il y en a eu beaucoup d'autres. Quand vous les accumulez les unes à la suite des autres, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi à aucun moment, aucune d'elles n'est... Quitte à ce qu'au bout de ce processus, comme je vous l'ai recommandé pour l'autre, on se rend compte que peut-être s'est-on un tout petit peu emballé. À la réalité, ils ont bel et bien géré. Je pense que l'émotionnel qui existe dans tout le monde et qui est parfois le levain qui fait monter je veux dire, des amertumes, devrait pouvoir aussi être... Le même président de la République nous dit que la justice, c'est le meilleur élément de la régulation de la vie sociale. Donc la justice, elle est importante pour nous tous les jours. Donc il est important qu'on la sollicite là où nous avons des doutes, des inquiétudes. Il y a quelqu'un qui peut venir nous réparer de nos doutes, de nos inquiétudes. Qu'on la laisse et que pire encore, là où nous sommes en train d'attendre, parce que c'est ça qui est le triandage, là où on est en train d'attendre, quand on nous apporte une justice, on nous dit en catimini que non, regardez pas de ce côté-là, n'attendez même rien, ils vont pouvoir être décorés parce que vous voyez que vous n'avez pas le sentiment, vous, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'est pas bien là-dedans. C'est un peu malsain et nauséabond. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, ne plongeons pas. C'est bien, ce sont des faits de l'actualité. Je comprends que le journaliste se donne la peine d'analyser les faits au quotidien, de prendre le temps, mais il faudrait qu'on reste prudent. Personne d'entre nous n'a la certitude absolue, et moi quand je le dis aussi, je voudrais le dire avec toutes les précautions de langage d'usage. Personne n'a la certitude, mais en même temps, ne plongeons pas en nous disant oui, c'est l'amour infini du président de la République, c'est la suite des instructions, il y a là-dedans une mise en forme qui ne me paraît pas entièrement logique parce que ça ne correspond pas au tempérament habituel du président de la République. Et si tel était le tempérament d'une nouvelle dimension, un nouveau rythme qu'il veut donner à son action, je ne pense pas que la priorité ce serait là dans le football. Il y a tellement d'autres choses qui sont importantes pour nous dans la vie de tous les jours que j'apprécierais infiniment que le président de la République s'y intéressât un tout petit peu. On va sortir, mais avant cela, je vais récupérer votre avis rapidement. Simon Serchor, le président Africa Foot annonce sur France 24 qu'après son, ce sera un expatrié. Bon, ce serait peut-être son choix, mais à sa place, je ne ferais pas cela. Je pense que le Cameroun a fait un choix d'un entraîneur national. Il faut qu'on reste patriote et qu'on engage nos nationaux. Ça va leur permettre de mieux évoluer. Il y va aussi de la politique. Je souhaite que le président Paul Biya invite toutes les forces vives de la nation, je le répète, pour que nous préparions ensemble une alternance pour une transition sans violence au Cameroun en 2025. Et sur cette question, André Diameka. Bon, les Camerounais connaissent ma position. Hein. Je suis beaucoup plus pour quelqu'un qui est transnational. Je crois que la gestion de l'équipe des Lions Indomptables ne peut pas encore s'accommoder, n'est-ce pas, dans le local, hein, parce qu'il y a des problèmes de marchandage de place, il y a le népotisme, il y a le tribalisme. Je crois qu'il faudrait préparer cela, il faudrait préparer les Camerounais à cela et apporter quelqu'un qui est neutre. Vous êtes donc d'accord avec, j'ai failli dire votre camarade Samuel Eto'o, puisqu'il faut indiquer qu'au cours de cet entretien sur France 24, il a bien dit que il a toujours porté son choix sur Paul Biya comme... Vous venez de me donner une information, je ne savais pas qu'il est camarade, je sais qu'il est sympathisant du chef de l'État. Enfin, sympathisant du chef de l'État. Sur la question pour sortir, je pense que ce serait une grosse reculade si il faut recourir encore à ce qu'on a appelé un sorcier blanc. Faisons confiance à nos entraîneurs nationaux camerounais et nous avons la preuve avec l'organisation de la CAN. Toutes ces dernières années, ce sont des entraîneurs locaux qui sont à la tête des sélections. Je prends les deux dernières CAN. La CAN organisée au Cameroun a été remportée par le Sénégal avec un entraîneur sénégalais. La CAN remportée en Côte d'Ivoire l'a été avec un entraîneur sénégalais. Ivoirien. Ivoirien, pardon. Et pas un entraîneur ivoirien. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ferait encore recours à l'international, comme l'a dit Samuel Eto'o. Quelque part, j'ai le sentiment que c'est une fuite en avant. C'est-à-dire, à défaut d'avoir de n'avoir pas réussi à reconduire le contrat de Rigobert Song-Bahanac, peut-être avec un certain égo surdimensionné, malheureusement, il s'est dit, bon, on va recourir à un entraîneur international, alors qu'au Cameroun, nous avons des entraîneurs de qualité,
à l'intérieur comme à l'extérieur, je dis bien de nationalité camerounaise ou d'origine camerounaise, il y en a. Je pourrais en citer, mais je ne le fais pas. Et je pense que s'il y a des problèmes évoqués tout à l'heure par l'un des panélistes, que ça pourrait créer des problèmes de tribalisme, des problèmes d'ethnie et tout, mais faisons confiance donc à un collège d'entraîneurs. On a vu, on l'a expérimenté en 90, à côté de Valérie Nempomniati. Il y avait tout un collège d'entraîneurs. Il y avait à l'époque Manga Ongene, Karl Michel et un autre entraîneur qui travaillait de concert avec Valérie Nempomniati. Et on a vu le résultat. On est arrivé au quart de finale en 90. Il y avait un collège d'entraîneurs qui travaillait avec le coopérant russe. Et ça a produit des résultats. Donc je pense que la solution, il faut innover. Mais chercher la qualité. Un entraîneur camerounais de qualité qui peut nous apporter les résultats. Oui, mais il y a des pressions sociales. C'est pas évident en Afrique. Pression sociologique et autres. C'est pas évident. Oui, mais sauf qu'avant vient vous indiquer il y a eu des débats. Il y a des pressions partout, même quand c'est un expatrié. Moi, je suis plus... Il y a des pressions partout. Je dis, si on pense que ça peut créer des problèmes, et vous revenez encore sur ces pressions sociologiques, d'ordre sociologique, j'ai dit, prenez un collège d'entraîneurs de qualité. Non, le problème d'entraîneur va poser un autre... Moi, je suis plus d'accord avec André Méca sur le sujet, mais vraiment à fond. Ça a toujours été ma position d'ailleurs. Une fois. Et je suis... non, c'est pas pour une fois. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que, vous savez, si je devais faire une transposition avec le monde qui est le mien, vous prenez un magistrat qui est super bien formé, bien dans sa tête, intellectuellement, il n'y a aucun problème. Vous le mettez dans un environnement où il est en mesure de subir des pressions, ou les pressions qui viennent de lui-même, c'est-à-dire le goût de l'argent, tout à fait, le tribalisme, le village, voilà, ces choses-là, ou éventuellement de l'extérieur, vous ne pouvez pas prétendre que il reste encore un bon magistrat. Or, on sait très bien, les exemples que Edmond donne, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont vraies également. Sauf que la complexité de la société n'est pas aussi grande que notre société à nous. Je pense que chez les Sénégalais, vous devez avoir deux très très grandes ethnies, tribus. Il y en a certainement de petites à côté, mais je pense que les plus fortes sont celles-là. De la même façon qu'en Côte d'Ivoire, vous en avez je ne sais plus combien, 4 ou 5. Chez nous, il y en a 200 ou 300 à peu près, rien que tribal. Bon, à côté de ça aussi, c'est discutable, hein, selon certains anthropologues. Est-ce qu'il joue au foot? À côté, Toutes les tribunes jouent au foot. Non. Dans le foot du Cameroun, il y a 3 ou 4 groupes qui jouent tout le temps. Oui, ça. Oui. Rappelez-vous que quand, à un moment donné, on a enlevé, je crois que c'était Ngadeu, notre grand libéral stopper, le débat a été une question que non, c'est parce qu'il est originaire de l'Ouest, etc. Je pense que quel que soit le cas, cette dimension-là, le sélectionneur va être obligé de l'intégrer quelque part d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'à valeur à peu près égale, il voudra, pour donner une caution au grand public, leur dire, voilà, attention, je n'ai pas oublié les Bassa, je n'ai pas oublié les Bamileke, je vais vous prouver que je suis quelqu'un de consensuel. Pour mettre la serre, j'entends des petites voix indiquer qu'à une époque, dans ce pays, on avait une équipe nationale dont l'ossature était essentiellement constituée par les gens originaires d'une seule tribu, et ça n'avait... Il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Très bien. Il y avait des résultats à l'époque. Et donc la question, donc, c'est les résultats. Mais c'était un blanc qui le faisait. Voilà. Je voudrais dire... C'était Claude Leroy. En plus, on avait alors, il y avait un creuset déjà pour commencer. Je pense, pour moi, si vous voulez mon explication à moi, ce qui a vraiment changé, c'est qu'auparavant, il y avait un creuset à partir duquel on construisait une équipe. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir plus de 2 joueurs qui jouent dans la même équipe, dans le même club dans le monde. Il y avait une ossature qui était Canon de Yaoundé, qui à certains moments était Union de Douala, Tonnerre, à partir de laquelle vous aviez 4 ou 5 personnes qui faisaient le point, qui étaient les points focaux, et on venait rajouter d'autres éléments qui étaient bons. De sorte que l'élément tribal, à la rigueur, il était même mineur, puisqu'il y avait des consensus autour des valeurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout ça a malheureusement un peu éclaté. Moi, je pense aujourd'hui, et on ne parlait pas de joueurs, on parlait d'entraîneur. Je vous dis l'entraîneur, qui est celui qui est censé sélectionner. Laissons le côté des joueurs. Revenons à l'essentiel. L'entraîneur qui, lui, est censé le faire, va subir des pressions. On a, je pense, le politique. Petite parenthèse d'ailleurs, quand on nous dit le président de la République, je ne suis pas sûr qu'on devrait le dire à haute voix. Parce que nous savons que les obligations dans le football qui sont consignées dans les chartes, les pactes de FIFA, c'est qu'il faut qu'on puisse faire la séparation entre le sportif
et le politique. Politique. Bien. Donc ne disons pas, ne proclamons pas. Oui, mais les équipes nationales sont... Non, mais en même temps... appartiennent ils mettent des moyens énormes. Hein. En même temps, on va pas faire la politique de l'Autriche. Oui. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, Edmond Kamgia. Merci à vous, Maître Claude Astira. Et bon retour à Yaoundé. Bon retour également à vous, à Yaoundé. Simon Sersor. Merci, André Termeka. Merci à vous, Madame Michel, d'avoir regardé cette autre livraison de Droit des réponses de ce dimanche. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.